Si Yoni veut écouter, comme ça il peut écouter. Bon, voilà. Donc voilà, on est dans le Midrash. Je pense qu'on a fini plus ou moins le paragraphe. On est dans le Midrash maintenant de Mara Avinu Yaakov. C'est dans le Perek Aleph. Je pense, c'est le dernier paragraphe, je sais pas. Mara Avinu Yaakov, Voilà. Likbor et Rachel. Likbor et Rachel. Je veux dire, toi, en plus, c'est un peu lié à la paracha. Tu veux, je dis comme tu veux, je dis Allez-y. Ok. Alors, le Midrash, Bereshit Rabbah, avec Parashat Tevav, Mara Avinu Yaakov, Likbor et Rachel, Bederech Efrat. Et donc voilà, a priori, la question, c'est du Midrash, c'est de dire, puisque Léa, elle a été enterrée avec Yaakov, Marat Machpelah, alors pourquoi Yaakov, il a enterré Rachel sur le chemin, là, Bederech Efrat, pourquoi il n'a pas enterré Marat Machpelah? Et là, Tsafa, chez Agiluyot, Atidot, Lavor, Sham. Simplement, il a vu que les exils, ils vont passer par là. C'est-à-dire, a priori, quand les Bnei Israël vont sortir, bon, je ne sais pas exactement, moi-même, je ne sais même pas où c'est. C'est-à-dire, je ne sais pas de quel exil il parle, enfin, je ne sais pas. Ah, non, en tout cas, il allait passer par là. Ok, c'est vers le sud, c'est ça, c'est vers à côté de par rapport à Hebron, c'est au nord. Par rapport au nord de Hebron. Ah, ok, d'accord. Alors, ça fait sens, ça. Parce que ça veut dire qu'ils ont été. C'est au-dessus c'est entre Jérusalem et Hebron. Ok, d'accord. Ok. Donc, ils avaient vu qu'ils allaient sûrement être en exil, ça part de l'exil de Babylone. Donc, ils allaient passer par là-bas. Mais même Sancheriv aussi, est-ce qu'ils sont... Non, parce qu'ils sont pas descendus en dessous de Jérusalem, Sancheriv. Ouais, ils ne sont pas descendus comme chez nous. Mais voilà, c'était tout le nord. En tout cas, ils ont été exilés vers le nord, quoi. Ça veut dire tout l'exil. Tout à fait, ils ont quand même été pris vers le nord. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça fait sens. À partir du moment, comme je connais rien à la géographie d'Israël, j'étais une seule fois au Kéver quand j'étais petit, après, je suis jamais allé. Donc, je me rappelle, je ne sais pas où c'est. Mais tu m'as dit que c'est plus au nord que Hebron, alors c'est bien, ça marche. C'est parce qu'à priori, tous les exils étaient, à part l'exil en Égypte, que ça compte pas, on va dire, parce qu'ils sont pas sortis de force, tu vois, ils sont allés de leur propre volonté en Égypte, les Bnei Israël. Donc, en fait, mais quand ils ont été exilés contre leur gré, c'était vers le nord. Donc l'avant Sham, donc les Bnei Israël, quand ils allaient en exil, ils allaient passer par là-bas avec Vara Sham. Donc Akadosh Baruch Hu, il a enterré là-bas, Kedesh Sheté Mevakesh et Rachamim, pour qu'elle demande Rachamim, de la miséricorde, Albanea sur ses enfants. Ada ou Dirtiv, c'est ça ce que le verset dit, Kol Baraman Ishma, est entendu dans les hauteurs, Nehi Bechi Tamourim, ça vient des sanglots, Bechi, des pleurs Tamourim, amers, on va dire. Comme Hashem, Mini Konar Mibechi, voilà, c'est après le passage qui dit après, ainsi a dit Hashem, empêche ta voix de pleurer, et je t'igval hariter, et il y a un espoir à ta fin, mais j'avoue vanim ligoulam, mais les enfants retourneront dans leurs frontières. Bon, ça c'est un message, il est connu. Voilà. Mais a priori, tu vois, okay, donc lui, il veut donner ce que ça veut dire que Rachel, elle est enterrée en fait sur le chemin. Alors que donc, il va s'expliquer parce que tout ça, ça veut dire, ok, c'est un midrash, mais ça explique rien en réalité. Parce que, voilà, est-ce que les avots, ils font pas des filotes pour les Bnei Israël quand ils sont en exil? C'est pas parce qu'ils sont à Marat Marpella que, tu vois, ça veut dire, ça rajoute rien d'être en, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est pourquoi, ça veut dire, c'est-à-dire, le midrash a priori, c'est-à-dire, le sens du midrash a priori, il est obscur parce que, voilà, c'est pas parce que Rachel, elle est sur le chemin qu'elle va faire des filotes pour le clan Israël. Donc, si elle était à Marat Marpella, elle pourrait pas faire les filotes sur le clan Israël. Donc, c'est ça, la question. Ce qu'il y a, c'est que le Kever Rachel, il est vraiment sur une route. C'est-à-dire que c'est pas comme Marata Marpella ou les Kivreya Melachim qui sont dans des villes. Elle, pour le coup, elle est vraiment sur une route. C'est-à-dire qu'elle est... Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est un manque de cabane, a priori. Mais tu vois, ça veut dire que le sens, je ne sais pas, moi j'avais toujours compris que lui voulait dire. Donc lui, c'est ce qu'il va expliquer, il va expliquer. Mais en tout cas, la question qu'il y a sur le Midrash, c'est sur ça. C'est de dire, tu vois, en tous les cas, le Midrash, il dit ça. La question qu'il y a sur le Midrash, a priori, c'est en quoi ça pose en quoi le fait d'être sur le chemin ou d'être à Hebron, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire d'être à Marathon, d'être sur le chemin, ça fait une différence sur les filotes de Rachel. Toi, tu dis à part ça qu'elle est entrée sur le chemin, que c'est un manque de kavod et tout ça, ça c'est en plus, tu vois, une autre question.
Mais voilà, ce que lui va répondre. Il va dire, en fait, c'est comme si elle est enterrée à l'extérieur d'Israël. Lui, on a l'impression qu'il veut dire carrément qu'elle est enterrée en exil. Tu vois. Et, Hmm. tu vois, parce que moi, ce que j'avais l'impression, moi, je me rappelle à chaque fois quand j'avais lu ce passage-là, j'avais toujours gardé en tête, alors qu'après que je l'ai relu, tu vois, j'ai vu que c'était pas vraiment ce qui était marqué du tout. Mais moi, j'avais toujours gardé en tête que ça voulait dire que Rachel, c'était en fait la matriarche du chemin et que c'était en fait l'idée que c'était en développement, tu vois. C'est comme si tu avais d'un côté la stabilité et que tu vois que ça, c'était Léa et tout ça. C'est que tu vois, quand je regarde, par exemple, tu vois tous les descendants de Léa, comme les Kohanim, la Malchut, Bet David, voilà, c'est principalement ça, on va dire. Tu vois, ça veut dire c'est la stabilité, quoi. Ça veut dire les Kohanim, ils sont Kohanim jusqu'à aujourd'hui, depuis Aaron. Et le Malchut Ben David, même si jamais on n'a pas de Melech Ben David en tant que temps, mais d'abord, ça a resté très longtemps, même jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, même en exil. Et on dit que quand le Mashiach il va revenir, ce sera Mashiach Ben David. Donc, c'est des trucs, tu vois, qui tiennent, tu vois, qui ont une stabilité comme une maison, que c'est une stabilité. Alors que si tu dis que quelque chose qui est dans le chemin, quelque chose qui est instable, quelque chose, tu vois, qui est en cheminement, tu vois, alors moi j'aurais dit, tu vois, ça veut dire quelque chose qui est en construction et qui est constamment dans le développement. Moi je pense, tu vois, tu vois, comme tu vois, Yosef, on dit, voilà, ses enfants, ils étaient pas rois, que même, tu vois, Shaoul, qui vient de Rachel aussi, plus ou moins ses enfants, c'était pas rois. Je sais pas, tu peux voir toujours Mordechai et Esther, que ça vient de Shaoul, les enfants n'étaient pas rois, donc tu vois, c'est des trucs, tu vois, qui sont pas stables. Daniel, on dit, je crois aussi. Mais en tous les cas, ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est des trucs qui sont pas stables et qui sont dans le développement. Et que moi, je pensais toujours que c'était ça l'idée. Ça veut dire que Rachel, que tu vois que c'était, tu vois, moi je pense, tu vois, ça veut dire, il y a un midrash qui dit ce que je dis ça, tu vois, que c'est ce qui est marqué. Rachel est née à Rakot et tu vois Léa, Léa, je sais plus quoi, que la grande c'était Léa, ça veut dire qu'elle avait Léa, c'était des grands cadeaux, ça veut dire qu'elle avait des chemins, que tout ce qu'elle a, c'est la stabilité, alors que Rachel, tout ce qu'elle a, ça dure jamais, tu vois, ça veut dire, voilà, que tous ceux qui ont eu, comme je te dis, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, tu vois, ça veut dire comme Yosef, comme Shaoul, comme je dis Mordechai, Esther, tout ça, ça veut dire que c'est des trucs qui durent pas longtemps, qui durent pas plusieurs générations. Et moi, j'avais toujours compris l'idée que ça voulait dire que ça veut dire qu'il y avait une sorte de, tu vois, ça veut dire, ça veut dire d'un côté, dans le peuple d'Israël, il y a besoin d'avoir deux forces. Il y a besoin d'un côté d'une stabilité, ça veut dire de quelque chose, tu vois, qui est très éternel, quoi, tu vois, comme les Kohanim, comme l'essence de qu'est-ce que c'est Israël, tu vois, mais d'un autre côté, si jamais tu évolues pas et t'as pas une évolution, tu t'adaptes pas, tu vois, je sais pas, dans quelque part, tu as besoin d'avoir une énergie qui est contraire à celle de la stabilité, qui est du progressisme, quoi, tu vois. En réalité, moi je me rappelle, tu vois, que mon rave à chaque fois il disait que toutes les marloquotes qu'il y a dans le clan Israël, depuis le début, j'ai pas retrouvé ça dans le Midrash. Je lui disais que dans le Midrash, j'avais marqué ça, moi j'ai jamais retrouvé ça dans le Midrash, mais il disait que toutes les marloquotes qu'il y a dans le clan Israël depuis la période de Yosef avec les frères, puisqu'on voit que même jusqu'à la fin, ils n'ont jamais vraiment fait la paix, tu vois, puisque Yosef, tu vois, il les a exilés, tu vois, là-bas à Goshen. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas vivre à côté parce qu'ils avaient peur d'eux. Tu vois, eux, ils avaient peur l'un de l'autre. Ça veut dire, eux, ils avaient peur que Yosef, il les tue. Et c'est pour ça qu'après la mort de Yaakov, ils ont dit, ouais, Yaakov, il a dit ça, blablabla, qu'il n'avait jamais dit, mais parce qu'ils avaient peur qu'il le tue. Et Yosef, lui, il avait peur que les frères, ils le tuent. Donc, c'est pour ça que jusqu'à la fin, tu vois, ils ont jamais été vraiment en paix. Tu vois, ils étaient suspicieux, quoi. Mais, Et Binyamin? Benjamin, c'est une autre histoire, mais en tous les cas, ce que je veux dire, avec Benjamin, comme tu dis, c'est peut-être plus normal, tu vois, je sais pas, peut-être c'est lui qui est au milieu. Mais ce que je veux dire, l'idée, c'est que tu vois, ils n'ont jamais fait la paix, que moi, mon rab pourrait faire ce que mon rab disait, il disait que toutes les marques qu'il y a dans le clan d'Israël depuis le début, en fait, ça dépend de cette marque locale qui est entre Yosef et les frères. Et que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, grosso modo, ça make sense, ça veut dire, c'est comme il y a C'est un côté. entre Rachel et Léa. Entre Rachel et Léa, tu vois. Ça veut dire entre, tu vois, et puis mais tu peux voir la même chose même chez les Goïs, mais on va dire chez le peuple d'Israël, tu vois peut-être plus que tu vois, c'est qu'il y a une force progressiste, tu vois, il y a des gens, tu vois, que ça serait considéré comme les enfants de Rachel, que tu vois, qui sont plus, tu vois, dans le développement, dans le dire, voilà, il faut, tu vois, il faut adapter, faut progresser, il faut se développer. Et il y a une force super conservatrice qui est de dire non, tu vois, on a des institutions, on a un système et on doit rester attaché à notre système.
Et en fait, quand tu regardes depuis toujours, tu as toutes les marloquotes à n'importe quel niveau qu'elles soient, que ce soit entre Beth Hillel ou Beth Shammai, ou j'en sais rien, ou entre les Mizrachnik et les Haredim, ou entre même les Hilonim et les Haredim, ou ce que tu veux. C'est toujours une question de savoir, tu vois, à quel point, en fait, on doit s'adapter, tu vois, on doit rester fixé dans quelque chose, tu vois, comme que c'est symbolisé par la maison, tu vois, comme, tu vois, ça veut dire comme un VA où tu vois que tu vas être enterré à Marata Marpella si tu veux, ça veut dire, et c'est comme les Kohanim et la Malchoute et tout ça, et que c'est un truc stable et qu'on doit rester dans un truc qui est très rigide et qui en fait ne progresse pas, versus toujours un côté progressiste qui est, non, il faut, tu vois, il faut pas simplement s'adapter, mais il faut aussi, tu vois, progresser, quoi, tu vois, c'est-à-dire changer, etc. Voilà, et qu'en fait, tu vois, ces deux matriarches, elles sont nécessaires dans le clan d'Israël. Et que voilà, c'est pour ça que ça devait venir de deux femmes, parce que c'était pas, tu vois, une personne ne peut pas avoir les deux attributs, quoi. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être et en même temps. Il y a des gens, ils vont avoir toujours une tendance à vouloir rester, tu vois, ça veut dire à vouloir revenir à la racine, tu vois, à vouloir à être rigide, à vouloir, tu vois, rester fidèle à leurs principes, etc. Et si tu veux, et d'autres qui vont avoir toujours une tendance à vouloir chercher le chidouche, tu vois, si tu veux, chacun à son niveau, tu vois, ça veut dire le truc nouveau, le truc qu'il faut changer, tu vois, etc. Et voilà, et ça veut dire ça, et ça veut dire, voilà, c'est clair que c'est un problème, ça veut dire, je pense, dans beaucoup de nations, tu peux retrouver ça. Je pense que même, tu vois, que si quelqu'un il cherche dans l'islam, il trouvera ça aujourd'hui, tu vois. Il y a des courants dans l'islam hyper, tu vois, hyper progressistes et d'autres hyper conservateurs. Tu peux trouver ça en Amérique, tu vois, tu peux trouver ça en fait un peu partout. Mais ça veut dire, en réalité, c'est sûr que dans le cas d'Israël, ça veut dire c'est symbolisé par ces deux choses-là. À mon avis, c'est plus fort encore. Dans le cas d'Israël, à mon avis, c'est quelque chose de plus profond, peut-être, tu vois, plus. Mhm. Tu vois, voilà. Mais voilà, mais c'est ça ce que moi avait dit. Mais tu vois, c'est Oui, et pour ça puis il y a même, il y a que même au-delà de progressiste conservateur, il y a universaliste ouais, euh, et on va dire, ouais, il y a nationaliste, hein. Israël, Juda, il y a Israël juif, il y a universaliste pour, d'une certaine Il y a manière, aussi. Machar Ben David, Machar Ben Yosef, quoi, tout Ouais, simplement. ouais, ouais, même comme tu vois, ouais, comme là, exactement, ça reste comme ça. Même, tu vois, même Yosef, tu vois lui, il a fait faire le Brit Mila à tous les Égyptiens. Donc, ça veut dire que lui, à la base, tu vois, il était, et comme tu dis, il voulait un judaïsme qui soit Presque universel. prosélyte. Voilà, c'est ça, et prosélyte, il est universaliste, et c'est clair, tu vois, c'est pour ça que ses frères ne le reconnaissent pas, etc. Parce que tu vois, en fait, même s'il dit que c'est un Ishivri, tout le monde sait que c'est un Ishivri, mais en fait, on voit bien que, tu vois, ça veut dire, il est super adapté, tu vois, puisqu'on dit, il était je sais pas si avec la barbe ou sans la barbe, tu vois, c'est la grosse histoire, tu vois, mais parce que Marc Stéphane l'ont pas reconnu parce qu'il n'avait pas la barbe, ou est-ce qu'il avait la barbe, j'en sais rien, c'est pas clair dans l'archive ce que ça veut dire. Mais tu vois, mais voilà, mais ça veut dire en tout cas, a priori, c'est que si ses frères sont pas reconnus, c'est parce qu'ils s'étaient super adaptés à la civilisation égyptienne et que ça veut dire, ils comprenaient, ils pensaient pas, lui, que c'était un juif, tu vois. Donc ça veut dire qu'il Mhm. était super adapté, tu vois, ça veut dire qu'il était super assimilé, quoi. Mais tu vois, et le fait, voilà, tu vois, c'est l'idée, tu vois, c'est comme tu dis, c'est que c'est un truc, tu vois, même tu peux reprendre dans la suite, tu vois, que le royaume de Juda, comme tu dis, était toujours prêt à se marier avec des non-juifs, tu vois, comme Achav qui s'est marié avec Isével, là, tu vois, à faire Non, le l'idolâtrie, royaume d'Israël. ouais, le royaume d'Israël, ouais. Au lieu du royaume de Juda. Non, le royaume d'Israël, ouais. Non, excuse-moi, le royaume d'Israël, ça veut dire, tu vois, comme Achav, j'ai dit, Achav, c'est un roi d'Israël, tu vois, ça veut dire tous ces rois-là, tu vois, qui étaient, qui ont fait que les 10 tribus se sont assimilées à la fin. C'est parce que tu vois, ils étaient vachement, comme tu dis, portés sur, tu vois, contre pas un particularisme national. Mais tu vois, mais a priori, ça serait ça. Mais l'idée, tu vois, du derer, tu vois, ça serait surtout aussi, tu vois, mais chez Rachel, tu vois, l'idée du derer, ça serait ça. Ça voudrait dire, et le progrès, et même, tu pourrais même une ouverture vers l'extérieur, quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, Mhm. tu vois, ça serait ça le sens du Midrash, tu vois, mais l'histoire, c'est C'était ça. le, Ouais, vas-y, vas-y. quand j'étais en école de commerce, je m'étais mis en philo à la Sorbonne Ok. et en master, enfin, le problème c'est que j'ai commencé mon master en même temps que je faisais la prép ENA. J'avais préparé l'ENA. Alors j'étais en master de philo et en même temps je faisais la prép ENA, donc j'ai pas pu faire mon master de philo, c'était trop ambitieux. Mais le sujet du master que j'avais choisi, c'était les relations entre communautarisme et universalisme dans la tradition juive. Ouais, je savais pas que ça existait, moi. Tu peux faire un master sur ça? Ouais, Ouais. je voulais faire un master là-dessus. C'était un sujet qui me passionnait et qui me passionne encore aujourd'hui. Et,
mais que je n'ai pas vraiment assez fouillé, ni bien compris, ni quoi que ce soit. Et, mais c'est toute la, enfin, en réalité, c'est toute la question politique de la relation d'Israël au monde, quoi. Mais non, Qu'est-ce que c'est? en tant que pays, c'est ça. L'histoire, c'est que, tu vois, l'idée, c'est que tant qu'Israël était en exil et qu'ils n'avaient pas leur pays, c'était une chose, tu vois. Ça veut dire, c'est ce qu'il est en train de parler, tu vois. Ça veut dire, tu vois, dans Israël, ce que lui va parler, puisqu'il va expliquer quel rapport avec l'exil. Et tu vois, que lui veut dire que, tu vois, parce que lui, il va lier ça avec l'exil. Lui, il veut lier que Rachel, lui, il voit dans le Midrash comme Rachel, c'est la matriarche de l'exil. Tu vois, ça veut dire, puisque le chemin, c'est l'exil, tu vois, et voilà, et tu comprends bien que dans l'exil, en fait, il y a l'idée aussi, tu vois, d'être fécondé en réalité par des influences extérieures. Enfin, moi, c'est ce que je Mhm. comprends, tu vois, ça veut dire a priori. Mais c'est sûr que c'est. Vayitbarechu bezeracha kol goy haaretz. Ouais, ok, tu vois, ouais, ok. Ouais. Parce qu'il y a je sais pas si c'est un midrash ou si c'est Rashi qui dit Vayitbarechu, il faut pas le lire avec un kaf, avec un chet, et que c'est pas, ils se béniront par toi, mais c'est, ils se, euh, ils se, comment on dit, Il va où? C'est ils marqué se béni. boutureront. Ah, je savais pas. Ils Ah, se ouais. boutureront en toi. Et en réalité, c'est euh, Israël en réalité, il n'y aura pas plus français qu'un juif français, il n'y aura pas plus italien qu'un juif italien, pas plus américain qu'un juif américain, et qu'en Ouais. réalité, Israël se plantera ses racines dans chacun de ses peuples, et c'est en réalité les peuples qui eux-mêmes prendront leurs racines dans Israël. Ouais, non, 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 je comprends, ça veut dire, ouais, mais. Ouais, non, ça veut dire, ok, d'accord, et surtout dans l'exil, tu vois ça. Maintenant, comme je t'ai dit, encore une fois, Ouais, tu vois, parce que dans Israël, si tu veux, là où tu vois qu'en fait, a priori, tu vois, je sais pas si c'était un peu sur leur sujet, mais tu vois, mais ça veut dire que là où tu vois que celui qui a voulu faire ça, on va dire, qui a voulu donner une dimension universelle à Israël, même avant l'exil, c'est Salomon, tu vois, qui s'était marié avec toutes ces femmes et qui leur avait donné un palais, et que chacun, en fait, c'était des alliances politiques, tous ces mariages. Et c'était en fait, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, Jérusalem, on dit, tu vois, que c'est la métropolis des nations parce que chaque femme, elle avait son palais et sa cour et son palais, c'était en fait par rapport à la culture d'où elle venait, tu vois. Donc, la fille de Pharaon, elle avait un palais à l'égyptienne. Je ne sais pas si c'était marié avec une fille j'en sais rien, de Perse. Elle avait un Michael Choua. elle avait, voilà, elle avait un palais à l'iranienne. S'il y avait les Gaulois, elle avait les Gaulois, elle avait les trucs. Tu vois, c'est ce qui a marqué dans les Midrashim, tu vois. Et que justement, c'est ce que lui, ce qu'il voulait faire, parce qu'il a marqué Bethifia et Kolamim. Quand tu lis la prière de Salomon sur l'inauguration du Beth Amikdash, tu vois qu'il dit clairement qu'il demande à ce que toutes les nations viennent prier au Beth Amikdash et que leur prière soit acceptée, plus que la prière d'un juif. Tu vois, c'est marqué là-bas dans le texte lui-même, où il dit que les juifs, tu vois, il dit que la prière des juifs soit acceptée que s'ils le méritent, mais que la prière des goïms, elle soit acceptée même s'ils ne le méritent pas. C'est ce qu'il dit là-bas, dans le texte. C'est le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, il dit ça, et c'est le jour où il a fait ramener justement toutes ces meufs, c'est-à-dire il y a la femme de Pharaon, il se met avec la femme de Pharaon le même jour, et tout ça, parce que tu vois, dans le Midrash, il voit ça comme un truc très négatif. C'était négatif, tu vois, parce que c'était peu importe ce qui s'est passé, ça s'est mal. On voit bien que ça a été un échec en réalité, tu vois, mais ça veut dire Pourquoi ça a été un échec? parce que tu vois bien, c'est tel que c'est décrit dans le Tanakh. Le Tanakh, il dit voilà que finalement Salomon il a pratiqué l'idolâtrie à cause de ses femmes, etc. Et ça veut dire voilà que tu vois, c'est-à-dire que l'idée c'est parce que tu vois, c'est ta question que tu demandes en fait, à savoir tu vois, de la relation entre Israël et les nations. Mais c'est aussi une relation, tu vois, et c'est un peu, tu vois, comme le Rambam il demande, tu vois, en quoi le temple, c'est pas de l'idolâtrie lui-même, tu vois, donc, tu vois, c'est la relation même du monde du judaïsme avec les autres religions, tu vois, tu vois, mais en tout cas, le temple de Salomon, tu vois bien que dans le temple de Salomon, quand tu regardes l'histoire, quand tu vois tel que c'est marqué dans le Tanakh, dans la construction, dans l'inauguration et tout ça, ça avait un sens, lui, il voulait donner à ça, au temple, une portée complètement universelle, tu vois, et c'est ça le sens de tous ces mariages. Maintenant, a priori, tel que ça nous est décrit dans le Tanakh, on ne nous dit pas quelle réussite, tu vois. On nous dit après que c'était la catastrophe, que tu vois qu'à la fin de sa vie, tu vois que la fin du règne de Salomon, à partir de là, c'est vu comme une sorte de, tu vois, de downfall, tu vois, est-ce que c'est parce que humainement, c'était, tu vois, il n'avait pas le niveau spirituel de tenir ça? Est-ce que, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vu, tu vois, comme quoi, voilà, que tous les taxes qui ont été augmentées par la suite, toute la politique, tu vois, a priori, qui a amené au schisme, etc.,
à la fin de son règne, etc. Elle a commencé là et que c'était, tu vois, c'était un downfall, si tu veux. Quand tu regardes en Tanakh, on te dit Salomon jusqu'au moment de la construction du temple, c'est un tzaddik, il fait exactement tout ce qu'il faut, tu vois, il fait exactement ce qu'il faut, on va dire, etc. Et à partir de l'inauguration du temple, qui en fait, tu vois, une intro, tu vois, qui est en fait une volonté, ça veut dire une affirmation, le fait de construire Jérusalem comme capitale du monde, et avec des palais de toutes les nations, etc., où tout le monde est représenté, où tout le monde vient à Jérusalem pour amener des corbanotes, etc. À partir de là, c'est vu comme une catastrophe. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui a marqué, tu vois. Et voilà, on dit que lui-même, il a pratiqué l'idolâtrie après, etc. C'est ce qui a, dans le texte, c'est marqué ça, tu vois. Une Nashim Nochriot, dit tout avec les vavos, de faire de la Vodazara. Est-ce qu'il a fait pour de bon ou pas? On n'en sait rien, tu vois. Tu vois, les Midrashim disent que non, Al-Agmara dit que non. Mais en tous les cas, c'est pas décrit comme. Est-ce qu'il a fait quoi, pardon? Est-ce qu'il a fait de quoi? Est-ce qu'il a vraiment fait ça? Dans le texte, c'est marqué qu'il a pratiqué lui-même l'idolâtrie, tu vois. Dans le texte, c'est marqué ça. Dans le texte du Tanakh, c'est marqué ça. Après, ça dit. Et les Midrashim, ils disent que non? Les Midrashim, l'Agmara, ils disent non, c'est pas possible, tatati, tatata, et tu vois, ils disent, tu vois, donc ils donnent, tu vois, ils essayent de goûter en touche, tu vois, de dire que il n'a pas vraiment fait ça, whatever, je sais pas ce qu'ils racontent là-bas, je m'ai oublié qu'est-ce que les Gemara disent, mais les Gemara, elles essayent, tu vois, c'est comme ils disent, tu vois, que David Améler n'a pas fauté avec Bethsabée, ils disent la même chose que Shlomo, il n'a pas pratiqué la Vodazara, quoi, tu vois, ça veut dire, peu importe, ça veut dire qu'ils essayent de minimiser la chose, ou j'en sais rien, tu vois, mais en tous les cas, le texte, il est formel, tu vois, et à part ça, et à part ça, surtout, tu vois, c'est la suite, tu vois, c'est qu'on voit bien que ça aboutit au schisme, ça aboutit à, c'est sûr que voilà, que tu vois, après ça, est-ce que c'était des fautes humaines de dire que, tu vois, il a la folie des grandeurs parce qu'il avait tellement de pouvoir et que donc il n'était pas capable lui-même d'assumer une telle, tu vois, ça veut dire humainement, il n'était pas capable d'assumer une telle réussite, on va dire, c'est possible, tu vois, ça c'est le sens littéral. Maintenant, tu vois, non, je sais pas si c'est ça l'unique cause, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est difficile, tu vois, Est-ce que c'est une faute morale humaine individuelle ou est-ce que c'est plus profondément une identité d'Israël qui est soit pas assumée, soit trop, soit extravertie, soit à côté de la plaque. Est-ce qu'Israël doit éternellement ne pas être prosélyte? c'est pas, je pense que le prosélytisme, c'est pas le problème. Tu vois, je sais pas, tu vois, si tu veux, quand Parce que Israël. l'idée de rayonnement sur toutes les nations, Jérusalem, centre du monde, toutes les Ouais. nations vont venir à Jérusalem, c'est aussi dans les prophéties. Dans la prophétie du Navi, c'est sûr, tu vois, c'est que Betty Philaï, quand il a parlé à Amim, etc. Donc, c'est clair, tu vois, tu vois, mais c'est une question, est-ce que c'est du prosélytisme, est-ce que c'est, tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois, si tu veux, on a l'impression, ça veut dire, tu vois, dans les Midrashim, ce qui est marqué sur les temps messianiques, tu vois, quand on parle de tout ça, elle dit que si tu veux que quand le Mashiach Ibn Yosef il va venir, tu es dans le Midrash, dans des vidéos et tout ça, ils disent que tout le monde, tous les non-juifs, ils vont vouloir se convertir au judaïsme, ils vont d'une certaine manière, si tu veux, se convertir au judaïsme. Parce qu'ils vont, si tu veux, ils vont être impressionnés par le succès ou par la réussite. J'espère. Il n'y a pas marqué succès, réussite, c'est moi qui rajoute. Mais en tous les cas, ils vont être convaincus, de quelque manière que ce soit, j'en sais rien. Tu vois que le Mashiach Ben Yosef, tu vois, ça veut dire c'est le guide spirituel qu'il faut pour l'humanité en entier. C'est ce qui est marqué, tu vois, qu'ils vont tous se convertir et machin, blabla. Et qu'à cause de ça, il y aura la guerre de Gog ou Magog. C'est-à-dire qu'il y aura un opposant, une opposition, etc., machin, blabla, qui va naître. Tu vois, d'un autre système, tu vois, d'un autre type qui à la base, tu vois, aurait été quelqu'un qui aurait aidé le Mashiach justement à se mettre au pouvoir et ensuite qui va se révolter contre lui, tu vois, c'est ce qui est marqué dans la Midrashim, mais que quand ça c'est l'Agmara après, elle dit clairement, elle dit, mais quel est le rôle de cette guerre? C'est justement parce que comme tout le monde se sera converti au judaïsme, en fait, alors l'Agmara ne dit pas que que ces types qui sont convertis au judaïsme, ils ne sont pas sincères dans la conversion, mais elle dit en fait qu'ils ne sont pas, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, devenir juif, ça doit pas être simplement, tu vois, comme je sais pas moi, quelle équipe de football tu soutiens, tu vois, quel maillot tu portes, tu vois, ça doit être quelque chose, tu vois, en fait, qui implique une sorte, si tu veux, tu vois, qui implique, tu vois, qui implique une sorte de don de soi, en fait. Et que la guerre de Gog et Magog, voilà, la mission nefesh, le point cardinal, c'est toujours la Messiaout Nefesh. Ouais, mais que tu vois, que la guerre de Gog et Magog, elle est pour ça. C'est parce que quand m'a dit que quand il y aura la guerre de Gog et Magog, donc là, si tu veux, il y aura une remise en cause de savoir qui est.
Est-ce que tu vois, c'est-à-dire que puisque Gog, il va dire clairement, je viens attaquer le Mashiach et tous ceux qui sont avec lui, donc il va venir les tuer, etc. Donc là, si tu veux, tous les goïms qui sont convertis, ils vont devoir faire un choix qui a vraiment, tu vois, qui mettra leur vie en jeu, quoi. Ça veut dire, est-ce que tu décides, puisque maintenant, si tu veux, un choix à 50-50, on ne sait pas qui va gagner, tu vois. Tu choisis ton camp. Et à ce moment-là, tu vois, la guerre de Gog et Magog, elle est pour ça, parce que ceux qui sont véritablement, tu vois, qui sont prêts à faire maison ils vont choisir le camp du Mashiach, les autres qui vont choisir l'autre, on aura, si tu vois, ça sera véridique, tu vois. Donc, C'est l'instant de vérité. voilà, c'est l'instant de vérité. Voilà, c'est ça l'histoire. Si tu regardes dans les temps messianiques, c'est ça ce qui a marqué. C'est-à-dire il y aura véritablement, si tu veux, il y a un début d'une conversion en fait pacifique de tout le monde vers le judaïsme, tu vois, une convergence, etc., mais qui ensuite est remise en question par la guerre de Gog et Magog et que c'est vu comme un truc nécessaire parce que voilà, comme si en fait, ça peut pas être aussi simple, tu vois, ça peut pas être aussi simple. Mais la question, elle dire pourquoi c'est tellement pas aussi simple, tu vois, je veux dire. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois les wokistes et tout ça, et les machins, les leftistes et tous ces machins-là, tu vois, c'est un peu, c'est un peu comme des Lubavitch, tu vois. Ça veut dire que tu vois, on a l'impression que, et tu te demandes pourquoi ils ont tort, tu vois, c'est qu'ils se disent, ouais, en fait, les êtres humains, ils sont faits pour s'entraider, ils sont faits pour s'aimer, tout le monde doit être accepté. Tu vois, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que devrait y avoir, je sais pas, la guerre, pourquoi devrait y avoir la haine, pourquoi devrait y avoir, tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Et pourquoi ça serait pas simple, tu vois? De dire, tu vois, et je pense que ça, c'est la vraie question, tu vois, mais c'est vrai que dans la Torah, ils n'envisagent pas ça comme un truc simple où tu vois, voilà, le Mashiach, il arrive, même si dans un premier temps, on a l'impression que c'est vrai que ça va se passer comme ça veut dire, voilà, le Mashiach, il arrive, il est complètement positif, il est complètement successful, il n'y a que du bien qui arrive, des brachot, tu vois, ça veut dire que du positif, tu vois. Et donc, tout le monde se convertit au judaïsme naturellement, et si tu veux, ça devient une sorte d'unité, tu vois, universelle, etc. Tout va bien, tu vois, peace and love, ce que tu veux. Et en fait, tu vois, mais le Midrash, tout ça, ils disent, ouais, mais après ça, il y a Gog qui vient attaquer et c'est pour faire le birur, pour faire la purée, pour voir qui est vraiment du bon côté, quoi. Mais je sais pas pourquoi ça devrait être tellement compliqué, tu vois. Je sais pas. Moi, c'est une question que je me demande, moi, d'une manière générale, pourquoi le judaïsme, tu vois, pourquoi ça devrait être tellement compliqué, pourquoi c'est tellement violent, tu vois. Ça veut dire, on voit que l'histoire d'Israël est violente, on voit que la vie, elle est pleine de violence. Mais en fait, c'est sûr qu'on peut se demander, tu vois, pourquoi, tu vois. C'est-à-dire, dans les maths, on ne comprend pas pourquoi. Moi, c'est ça, moi, si tu veux, ça, c'est une question annexe, mais tu vois, moi, je pense que c'est ça la question du wokisme. Tu vois, ce que le wokisme et tout ça, si tu veux, ça pose comme question, en fait, c'est pourquoi, en fait, il y a besoin de violence, pourquoi il y a besoin de tout ça, voilà, pourquoi ça peut pas être simplement tout le monde s'aime et puis tout le monde est gentil et puis c'est bon. Puisque dans la nature humaine, tu vois, l'homme, il est capable de faire ça. Tu vois, on a assez de bracha dans le monde pour ça. Tu vois, on a assez, tu vois, et je sais pas, on voit que ça marche pas, on voit que c'est pas possible. Mais la question, elle est vraiment de savoir pourquoi. Et ça, c'est une question difficile, tu vois, je sais pas exactement pourquoi. Mais cette idée de pourquoi tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil et tout le monde n'est pas riche, c'est cette tahana du wokisme, mais qui est aussi la tahana du nazisme. Et pour moi, Gog, c'est le nazisme. Pour moi, Gog, c'est Germany, c'est Gog. Ouais, Et, et Magog, c'est Magog, c'est les Américains qui après, viennent se battre contre Gog. Et, mais chez les nazis, comme chez les wokistes, en réalité, il y a une très grande violence dans leur. ouais, Euh, ça, c'est et, derrière. et, Ça aussi, c'est impressionnant. Aussi, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, et dans le fond, pourquoi il y a cette violence qui vient et qui prend les traits genre du bien? Parce que c'est ça, c'est une violence qui prend les traits du bien et de la gentillesse ouais, et de la bien-pensance. Et pourquoi elle vient vraiment révéler qui, finalement, ouais. doit faire Messirut Nefesh contre eux, parce que le rôle d'Israël et le rôle de la Torah, c'est de se lever et de se battre contre ça, toujours. Parce que, en réalité, Gog, comme les wokistes, comme le Hamas, qui font croire que c'est les gentils, en réalité, c'est les monstres.
Et c'est Amalek, et le profond de leur haine, il est pour Israël et pour la Torah. C'est drôle de voir que c'est les wokistes aux cheveux bleus qui manifestent pour le Hamas. Ma femme, elle dit, elle me fait comme paraphraser, ma femme, comme toujours, elle dit c'est drôle que le wokisme, ils sont avec les cheveux bleus et ils paradent pour le Hamas. C'est le truc incroyable, ça c'est le truc le plus souvent en Amérique, c'est ça, parce que moi j'habite dans une ville de gauche, moi j'habite, tu vois, dans New Jersey où c'est super comme ça, tu vois, droit des droits de cœur, c'est tout ça, ou comme je dis, où il y a plein de fudge, mais c'est les fudge qui les sont, et il y a plein de fudge même, tu vois ce que je veux dire, t'imagines pas le nombre de fudge qui sont, je sais que c'est difficile à dire, qui sont, tu vois, dans les universités, moi mon fils il y va tout le temps, tu vois, puisque, où tu vois les mecs ils sont comme ça, quoi, ils sont pro-Hamas et ils continuent, tu vois, avec tout ça, avec malgré. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Il y en a plein qui se sont vachement radicalisés, hein, dans le sens, tu vois, ça veut dire, il y a plein de fois, je te jure que c'est vrai, je sais que tu as du mal à croire, mais il y a des fois qui se sont radicalisés pour Hamas, tu peux pas t'imaginer, à mort, tu vois. Ça veut dire, je te jure, et c'est des filles, moi, surtout les filles. Si je vois les filles de Rabbanim et de machins comme ça, mais tu vois, ceux qui ont un background, ce que tu vois beaucoup, c'est des filles, tu vois, qui ont un background religieux, qui ont tout abandonné, et que elle, tu vois, c'est elle devenue, tu vois, elle est grosse, tu vois, dans les universités et tout ça, c'est elle devenue tu vois, les plus, tu vois, les porte-étendards du Hamas, les pro-wokistes, les plus anti-Israël et machin, et blablabla, et tout ça. Et comme c'est elle-même des fudges et tout ça, tu vois, c'est super dur tu vois, mais c'est surtout, en plus, c'est toujours des étudiants minorité, en psychologie de deuxième année. C'est-à-dire que c'est des imbéciles qui n'ont absolument rien fait de leur vie. Non, mais c'est surtout Et qui se prennent pour des grands intellectuels. C'est des Ashkénazes, quoi. C'est pas un problème d'Ashkénaz. Ça n'a rien à voir avec les Ashkénazes. Ils ne savent pas ce que c'est que les Arabes encore. Ils ne sont pas éveillés. J'en sais rien, mais je sais pas, je pense qu'ils savent pas ce que c'est que les Arabes. Et c'est des fous. Il y a quel paradigme pour savoir ce que c'est qu'un Arabe? J'en sais rien, je sais plus, mais ça, c'est pas de mais ce que je veux dire, c'est que ça existe, c'est qu'il y a encore et c'est là, ils sont vachement radicalisés. C'est une minorité infime. C'est sûr que, comme tu dis, il y a un grand bigot après l'histoire du Hamas, si tu veux. Il y a plein de juifs, la majorité des juifs dans les universités, ou en général, en Amérique, tu vois, ils voulaient s'assimiler, tu vois, ça c'est clair. Tu as toujours eu une grande communauté orthodoxe, tu vois, qui elle cherche vraiment, tu vois, qui fait tchouva, etc. Si tu veux, comme on disait, tu vois, ça veut dire quand tu vois dans les statistiques là où tu vois ça toujours, c'est que à chaque Pessar, si tu veux, en Amérique, tu vois, le nombre de matzah shmura qui est vendu en Amérique, il augmente chaque année. Mais le nombre de matzah normal qui est vendu chaque année, il baisse. Ah ouais, c'est drôle. C'est ça qu'on sait, tu vois, parce que tout le monde faisait le CDR, tu vois, ça veut dire, même les réformes, même les machins, même si tu veux, tu vois, ça veut dire, même ceux qui sont, tous les mouvances du judaïsme, même ceux qui ont, tu vois, qui sont juifs, ils font un CDR, tu vois, ils achètent des matzot pour faire le CDR, tu vois, ça veut dire quoi qu'il arrive. Mais on voit que, tu vois, ça veut dire, mais comme il y a les mariages mixtes et compagnie, tous ces trucs-là, etc., surtout, tu vois, chez les réformes et les reconstructionnistes, et que, tu vois, ils s'assimilent à mort, tu vois. Donc, en fait, ce que je dis, les statistiques, tu vois, on sait, c'est-à-dire, tu vois, les organisations juives, ils savent le nombre, tu vois, d'orthodoxes et tout ça. Par rapport à ça, c'est par rapport au nombre de matzah qui est vendu et par rapport au nombre de matzah shmura. Et moi, tu vois, parce que la matzah shmura, il n'y a que les orthodoxes qui achètent, tu vois. La matzah normale, tout le monde achète, tu vois. Donc, ça veut dire, on voit que chaque année en Amérique, le nombre de matzah shmura qui est vendu en Amérique, il n'arrête pas d'augmenter, mais le nombre de matzah normal, il n'arrête pas de baisser. Et tu vois, ça veut dire, et c'était ça le trend, ça veut dire voilà qu'il y avait des mecs, tu vois, ça veut dire il y a un grand, tu vois, mouvement orthodoxe, tout ça, machin, blablabla, que ce modèle orthodoxe, je sais pas quoi, tu vois, il y avait un grand retour par rapport à ça. C'est des communautés qui grandissent, tu vois, en Amérique, les communautés orthodoxes, et les autres, elles baissent à mort, tu vois, ça veut dire les réformes, les machins. Elles baissent, mais elles sont 5 fois plus grosses que les orthodoxes. Ouais, mais elles sont toujours en perte de vitesse. Chaque fois, si tu veux, ça descend, ça descend. Maintenant, ces trucs du Hamas, eux, ils étaient vachement, tu vois, pro-palestiniens, pro-machin. Ça veut dire dans les communes, ça veut dire quand tu regardes, tu vois, les réformes. Là, ça a été un réveil. C'est pour ça, pour 80% de tout cela, ça a été un gros réveil. Ça a été, tu vois, pour eux, ils n'en revenaient pas. Ils n'ont pas été réveillés parce que le Hamas, il a fait ça, parce que ça, ils savaient que le Hamas. Ça veut dire, ils ont été réveillés sûrement par ça, mais ils ont été réveillés surtout parce que comment tous les mouvements de gauche eux-mêmes, tu vois, ils sponsorisent comme des malades, comme toutes les universités, comme Harvard, comme tous ces trucs-là, tous ces trucs que c'est sponsorisé que par des juifs. C'est-à-dire tous ceux qui ont, tous les médias en Amérique, tout ce que tu veux appeler tu vois, les démocrates, les machins, tout ce que tu veux dire, ça, toute la partie américaine qui a défendu le Hamas et qui est pro-palestinienne, en fait, elle était, comment dire, elle était sponsorisée par des fudges, tu vois. C'est des milliardaires mais américains. Elle n'était pas sponsorisée par des fudges a posteriori.
Voilà, ça, Elle ils ont était arrêté, sponsorisée tu par vois, des pages a priori c'est ça, parce qui, que eux, ils pensaient après, que ils s'en tous sont rétracté, voulus voilà, d'avoir donné de l'argent à des trous 80%, du tout voilà, pareil. 80% de tous ceux-là, ils sont rétractés, ils sont réveillés, c'est un grand réveil, tu vois, ah, qu'est-ce qui nous arrive? Et ils se sont rendus compte que voilà, quand tu dis, bah, tout le monde il est beau, pas tout le monde est gentil, que c'est pas que tout le monde t'adore et que tu crois que tout le monde va s'embrasser et que tout ira bien, tu vois. Et la paix en Israël, tu vois. Cela, pour eux, 80%, ça t'est arrivé. Mais là-dedans, à part ça, dans les 4, ça, c'est 80%. Mais tu as quand même 20% de juifs, tu vois, américains, que eux, ils se sont, tu vois, radicalisés de l'autre côté, tu vois. C'est pas beaucoup, mais il y en a, tu vois, qui sont radicalisés de l'autre côté, qui ont condamné Israël, tu vois, qui défendent le Hamas, qui se qui disent que les Palestiniens, c'est des gens extraordinaires, que tu vois, voilà, les Israéliens, c'est des trucs, et c'est beaucoup des femmes. Quand tu regardes, tu vois, c'est beaucoup des femmes. Beaucoup des jeunes, tu vois, des femmes, etc. Et elles sont Eh ben, complètement. il faut les envoyer à la place des otages. Faut organiser un transfert. C'est ils ont qu'à aller émigrer là-bas. Tu vois, ce monde-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça existe, le truc. C'est que tu vois, ils ont des comptes Instagram avec des Ils millions allaient de paterniser. des machins comme ça, tu Paterniser. vois. Ouais, ce que tu dis, mais ça existe, tu vois. Il y a des juifs qui sont radicalisés, ils sont très visibles, tu vois, ça, sur les campus et tout ça, ils sont actifs. Parce que tu comprends l'histoire, c'est que maintenant, tu vois, ça veut dire qu'un juif, tu vois, normal, tu vois, dans une université américaine, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire il y a plein de manifestations de soutien à Israël, tu vois, dans les universités. Il y en a plein, tu vois, par les juifs et tout ça. Mais et ça veut dire que, tu vois, comme moi je vois avec mon fils, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, les mecs qui font les mariages pendant la manif et tout ça, parce qu'ils sont pleins. Mais après ça, tu vois, ça veut dire, il y a de l'antisémitisme, tu vois, parce qu'il y a il y a plein de musulmans dans les campus et tout ça, etc. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, après ça, tu vois, ils font Mais plus il y a les vraiment. mariages. Alors, ça, c'était une question que je me posais. Est-ce qu'il y a tellement de musulmans que ça aux États-Unis aujourd'hui? Ça dépend où, tu vois, honnêtement, Qu'est-ce ça qui s'est dépend où. passé? Parce que c'était. Les musulmans aux États-Unis, c'était un peu de Pakistanais, un peu de Saoudiens qui venaient mais qui repartaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, depuis 5 ou 10 ans, on a l'impression qu'il y a plein de musulmans aux États-Unis partout? C'est quoi cette histoire? Une des grosses merdes qu'il y a, c'est parce que c'est parce que voilà, beaucoup de Noirs sont convertis à l'islam. Tu vois, Mohamed Ali, tu vois, Cassius Clay. C'est pourquoi ils ont échangé à Mohamed Ali, il est parti faire le Ouais, pèlerinage. mais est-ce que ça a été vraiment un mouvement de fond, ça? Ça continue, c'est un mouvement de fond qui est suivi, qui augmente constamment. Ça veut dire, tu vois, c'est ce mouvement qui avait été initialisé par, tu vois, par ça, la conversion des Noirs musulmans, des Noirs à l'islam, pour se libérer du christianisme et tout ça, et que Jésus, tu vois, pour eux, ça veut dire c'est une haine de Jésus, une haine des Juifs, tu vois. Pour eux, c'est un antisémitisme super bizarre, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, l'antisémitisme, il prend plein de formes, mais une des formes, tu vois, c'est que les Noirs américains convertis à l'islam, ils sont hyper antisémites à cause que, tu vois, dans le style, tu vois, voilà, Jésus, c'était un blanc. C'est le christianisme qui nous a rendus esclaves, ils sont utilisés, tu vois, pour donc si tu veux, c'est la suprématie blanche, en fait, elle est judaïque à la base, tu vois, c'est ça, tu vois. Donc c'est eux qui, en fait, ça fait déjà une grande partie des musulmans. Ça veut dire, comme tu dis, il y a plein d'immigration du Pakistan qui est là. Eux, ils sont plus, mais tu vois, Les Arabes, ils détestent les Noirs. comment? Ma femme dit quelque chose qui n'est pas dans le cœur de ce qu'on est en train de dire. Elle dit les Arabes, ils détestent les Noirs. Ah, ils se Oui, détestent. Oui, mais c'est autre chose, ça. ouais, Les aussi, musulmans, ils se détestent. Non, ils ont un grand mépris pour les Noirs, mais surtout pour les Africains, pas pour les Noirs américains. C'est encore autre chose. ouais, mais ça veut dire, mais voilà, mais c'est L'islam, ils ne sont même pas reconnus par l'islam. c'est ça, d'accord, mais ils sont, tu vois, et ça grandit beaucoup, tu vois, parce que c'est un mouvement, comme tu vois, avec tous les mouvements identitaires qu'il y a, si tu veux, Mais pour les. on voit pas que des Noirs sur les manifs pro-Palos à Ouais, Cornell et à trucs et tout, hein. après À ça, UCLA, la grosse manif qu'ils ont faite à UCLA. Vous avez vu les images ouais, du char pro-palestinien à UCLA qui était énorme, un truc incroyable, ouais, mais ça, c'est. hyper violent. Ils venaient, ils tapaient sur les juifs et tout. C'est des images d'une violence incroyable. Ouais, mais c'est sûr, et ça, c'est pas des musulmans, ça, c'est en fait, c'est des wokistes, tu vois, Non, ça. c'est des musulmans. Il y avait beaucoup d'Arabes sur ces trucs-là, avec le kéfier, mais on voyait des têtes d'Arabes, hein. C'était pas que des Américains wokistes, hein. Non, et ça, à part ça, alors ça, à part ça, c'est dans les universités, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup d'Arabes qui viennent du Proche-Orient parce qu'ils ont des bourses. Et en fait, et ça, ils viennent en masse, tu vois. Et ces bourses, elles viennent des Juifs qui les payent.
C'est ce que je te dis, c'est les pays de gauche parce qu'ils disaient, ouais, éduquer, si on éduque les Arabes, ils vont devenir gentils et tout ça, donc on les a emmenés. C'est pour ça que dans l'université mon fils, il y a plein de Palestiniens, le nombre de Palestiniens, il est gigantesque. Mais tout ça, c'est des mecs qui viennent avec des bourses qui sont payés par des milliardaires américains. Juifs. Et après, il y a un peu des fonds du Qatar, mais c'est rien, c'est des gouttes d'eau par rapport à ce que les hallucinant. C'est hallucinant, c'est incroyable. C'est un monde de tarés. C'est hallucinant. C'est ça, et que quand en plus toi tu veux que ton fils il ait une bourse et tout ça, tu veux toujours te lever de bonheur, tu vois, quand t'es fâché, tu vois, que tu vois, style, tu vois, tu as une vie normale et tout ça, tu te dis, tiens, peut-être que tu vois, je pourrais avoir une bourse avec les institutions juives. Non, zéro, tu vois. Par contre, si t'es palestinien, oui, tu vois, c'est 2 secondes, tu vois. Ça, le truc, c'était débile. Tu vois. Il a qu'à dire qu'il est palestinien. On va faire ça, on va prendre le passeport palestinien. Mais ça fait délire. Voilà, mais en France aussi, en France, je pense que c'est le gouvernement français, ça qui aide vachement, tu vois, qui aide plus, tu vois, les étrangers que ceux. Si tu viens en France et que tu veux avoir la sécurité sociale, les machins, tu viens avec un passeport palestinien, tu l'as en une semaine. Si tu viens avec un passeport français, que tu as quitté la France pendant 2 ans et tout ça, c'est des histoires de malades pour récupérer tes droits. Ouais, je sais, je suis dans ces problèmes-là là, en ce moment. Tu vois, c'est super difficile quand tu as quitté la France. C'est super difficile. Et c'est bien avec un passeport palestinien, tu vois comment ça va être facile. Il y a une politique qui est faite pour ça en ce moment. C'est un truc de débile. C'est un truc de débile. C'est pour ça. Tu vois, il y a un renversement des valeurs et tout ça, du bon, tu vois, ça veut dire du bon sens le plus minimal et tout ça, d'une manière, c'est un monde, c'est complètement fou. Ça veut dire c'est un monde qui marche sur la tête et tu vois pas comment tu vois. C'est pour ça que tu vois les mecs, tu vois en fait dans tous les pays ils votent extrême droite et tous ces machins là et toute la violence et tout ça. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'outlet, il n'y a pas de solution. C'est même plus d'extrême droite, cette extrême droite, c'est de la droite normale. Ouais, j'en sais ce que c'est, mais en tous les cas, le truc, c'est qu'il on ne voit pas de solution. Ça veut dire, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été faites à des moments. Et en fait, c'est vu, tu vois, du fait que, voilà, plein de raisons, tu vois, ça veut dire que le système, il est pourri du tout. L'idéologie, elle est complètement en couille, tu vois. Israël, ils sont vachement de la chance parce que, voilà, avec cette histoire-là, ça les a réveillés. Et en fait, tu vois ce que ça a montré. Je ne sais pas si tu te rappelles avant, c'est toi qui m'avais dit, ouais, Israël, maintenant, c'est plus un pays uni et tout ça. Je t'ai dit, ouais, quand tu auras une attaque, on va voir s'ils ne sont pas unis et tout ça. C'est moi qui te l'avais dit, je pensais avec j'avais ces discussions. Bon, déjà, ça arrivé, malheureusement, tu vois, mais en fait, tu vois que quand c'est arrivé, tu vois, tout le monde, tu vois, tout d'un coup, il y a eu un réveil et tout le monde est redevenu normal, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, alors qu'en France, tu vois, il y a des attaques, il y a des machins. S'il y avait la même chose qui se passait, c'est déjà passé, tu vois. Il y a eu le Bataclan, il y a le machin, là, maintenant, ils ont des attaques dans les campagnes, ou je sais pas quoi, là, je sais pas si t'as entendu des histoires de civils ou des mecs et ça change, et ils sont incapables de réagir, tu vois. Ils sont vraiment incapables de réagir. Ils ont très, très peur. En réalité, il y a un Rav qui disait, le Rav Cherki qui disait quelque chose de très, très juste. Il disait le grand problème de l'Occident aujourd'hui, c'est qu'il a le sentiment que s'il oppose de la violence à la violence, eh ben, il devient coupable du crime de celui qui a été violent au départ. Et que en réalité, le principe de la justice, c'est d'opposer de la violence à la violence pour ne pas que la violence se reproduise. Et en ne le faisant pas, il laisse le crime se perpétuer. Et ils ont peur de prendre et je pense que tout ça, moi je pense personnellement que tout ça c'est lié à la Shoah. Ils ont tellement peur de le rapport à la violence légitime, il est tellement délégitimisé qu'ils sont incapables aujourd'hui de... Mais c'est tout ça, mais c'est la base du féminisme et du wokisme et tout ça, tu vois, ça veut dire que pour eux, ils ont vu, tu vois, en fait, que pour le nazisme, en fait, c'était la réussite. Le nazisme, en fait, c'était une philosophie hyper virile, en réalité. Et ça veut dire, et comme ils ont vu ce que ça a donné, donc ça a remis en cause toute l'idée même de la virilité, d'avoir une volonté quelconque, etc. Donc ça met l'histoire que, en fait, non, donc il faut la victime a toujours raison. Tu vois, c'est tout, tu vois, c'est grosso modo ça l'idée, c'est la victime a toujours raison. Ça veut dire la victime et la victime, c'est, tu vois, c'est celui qui est soi-disant le plus faible, soi-disant, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, la minorité, le machin, il a raison fondamentalement. Donc voilà, et après ça, donc voilà, donc tu crées une société qui est basée sur ça où tu as inversé, t'as inversé tout, tu vois, ça veut dire
t'as aucune capacité, tu vois, de défendre, de rien du tout, tu vois. Donc, en fait, à la fin, à terme, c'est clair que ça crée le marathon dans lequel c'est. Et c'est un truc, tu vois, complètement, tu vois, parce que ça, à la fin, ça régénère de la violence, comme tu dis, comme ce qui est en train de se passer maintenant. C'est sûr que le futur en Europe, tu vois, ça fait peur de voir ce qui se passe maintenant, tu vois. Ça veut dire, c'est que tu vois, que tu as l'impression, tu vois, qu'en Israël, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, si tu veux, il y a un pilote dans l'avion en Israël, quoi. Tu vois, je ne parle pas de que d'Hachem, mais je veux dire, c'est-à-dire, tu sens qu'en fait, tu vois, que le peuple d'Israël, il est impliqué dans ses décisions politiques, qu'il est prêt, tu vois, comment dire, tu vois, s'impliquer dans des choix qu'il y aurait à faire, et que ces choix, ils seront toujours, en fait, du côté du bon sens, quoi. On va dire, ça a l'air d'être, tu vois, ça a l'air d'être vrai. On n'est pas sûr parce que la vaccination, en réalité, c'était n'importe quoi. Ok, mais ça, c'est la, ça, la- on n'était pas préparé. On n'était pas non, préparé. parce que c'est la même chose, c'est C'est pas la chose. le même laxisme que ce qui a fait que ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est la même chose. Je pense pas que c'est la même chose. Parce que je pense que la vaccination, ça veut dire, honnêtement, je pense que tu vois, ça veut dire les gens, moi, même le premier, tu vois, ça veut dire, t'avais foi, enfin, moi, maintenant, j'ai appris à ne plus avoir, comme tu vois, c'est comme t'avais foi en la science, t'avais foi en la médecine, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, moi, je sais pas, moi, j'ai déjà des familles de médecins, etc., mais ça veut dire, c'est normal que tu aies foi en ce qu'un médecin, il te dit. Je veux dire, tu vois, Le principe de la science et de la je suis médecine, d'accord avec toi. Comment? c'est la possibilité de contredire. On était tout sauf dans un rapport scientifique ou médical au savoir. On était dans un rapport complètement de foi et de dogmatisme. Mais je pense que je pense que tu peux pas comparer la réaction, tu vois, devant une épidémie, parce que tu vois, ça a toujours été comme ça. Ça veut dire, dans une épidémie. Regardez, je pense qu'Israël, il a couru vers une mode internationale qui était ce vaccin, de la même manière qui s'est endormi en pensant que tout allait bien et qui pouvait courir dans les jupes de Dubaï et de l'Arabie Saoudite et du Maroc et de croire qu'il était copain avec tout le monde et que tout allait bien maintenant. Et en réalité, il s'est endormi en oubliant qu'il avait des ennemis. Et le risque encore aujourd'hui, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois où il y avait les Afghanotes tout le temps, où en réalité on était sur des faux sujets. Et là, le gros problème, c'est que s'ils vont pas jusqu'au bout, ça va être encore une catastrophe. De toute façon, ils s'en va du gouvernement. Je sais pas ce qui va se passer, moi, tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Mais ce que je en tout cas, moi, ce que je veux dire, l'histoire d'une épidémie, comme ça s'est passé, tu peux pas vraiment dire que, moi, je pense pas que tu vois, il y a vraiment de quoi apporter une preuve d'un côté ou de l'autre. Moi, je comprends, moi, si tu veux, moi, je suis tout à fait contre. Ça veut dire, c'est évident aujourd'hui que tu vois que l'histoire du vaccin, c'était une erreur. Tu vois, c'était une erreur. Tu peux dire que c'était une faute grave ou tout ce que tu veux, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire, moi, si j'avais été un homme politique à cette époque-là, et moi, je pense, tu vois, que sur ce coup-là, moi, jusqu'à maintenant, je pense, tu vois, même si c'est une erreur, parce qu'après coup, on peut dire que c'est une erreur. Mais moi, si j'avais été Bibi Netanyahou à cette époque-là, moi, j'aurais eu la possibilité d'avoir le vaccin et compagnie avant tout le monde, etc. Vu l'état des choses, tu vois, le nombre de morts qu'il y avait, etc., qui était une réalité. Tu vois, je veux dire, les mecs, ils disent, ouais, ils disent, le Covid, c'était une grippette. C'était pas une grippette. Il y a quand même, il y avait des morts sont confirmées. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est après, tu peux dire les statistiques, elles ont été gonflées ou pas. Peu importe l'histoire, mais l'idée, c'est que toi, quand tu es un homme politique, tu peux pas. Ça veut dire, c'est jamais arrivé. Moi, je sais pas, de mémoire d'homme, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, je suis pas si vieux que ça, mais c'est-à-dire, moi, j'ai jamais entendu parler, tu vois, d'un truc, des médecins ou des hôpitaux, des trucs qui vont gonfler des statistiques, tu vois, etc. Alors que tu sais que tu as vraiment des morts, tu les voyais quand même de face de tes yeux. Donc, si on te dit, en fait, il y a un vaccin qui marche et des médecins, ils te disent, tu vois, pourquoi tu vas pas leur faire confiance? On ne teste pas sur les hommes un vaccin qui n'a jamais été testé. Déjà, de base, parce que toi, tu parles d'un cas où il n'y a pas s'il n'y avait pas d'épidémie, tu as tout à fait raison. Non. Mais il n'y avait pas assez de morts, même de paroles de médecins et de scientifiques, il n'y avait pas assez de morts. Les morts, ils étaient surtout liés. Moi, j'ai le sentiment que tout a été trafiqué, que ça a été, que tout a été. Qui étaient sous respirateur. Donc non, ils les ont tués, les gens. Ils les ont pas du tout tués. Ouais, j'y crois pas ça. Moi, j'en sais rien. Je sais pas, c'est possible ce que tu dis. Non. Mais en tout cas, moi, c'est pas qu'un homme politique. Ok. Ah, de toute façon, c'est pas cette façon, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que l'histoire, c'est pas comme politique, moi, j'ai du mal à leur donner tort, tu vois. Ça veut dire parce que je pense que, tu vois, ça veut dire, si tu réfléchis, c'était pas une décision qui allait contre le bon sens. C'est une décision, tu vois, qui se défend. Moi, je pense jusqu'à maintenant, tu vois, qui se défendait rationnellement. Elle peut avoir été complètement erronée parce que, voilà,
as été trahi par des scientifiques, par des trucs, par des laboratoires, par des machins, tout ce que tu veux. Mais ça, tu vois, c'est comme si quelqu'un t'arnaque dans le business, tu peux pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si toi, tu as fait tout. Attendez, j'ai juste envie de dire quelque chose et ne me coupe pas la parole. Ce qui était aberrant, c'est pas le vaccin. Ce qui était aberrant, c'était toutes les lois qui étaient liberticides autour du vaccin. Chacun fait ce qu'il veut avec le vaccin et on n'est pas là pour dire aux gens s'ils doivent se faire vacciner ou pas. Ce qui était aberrant, c'est d'enfermer les gens, de masquer les enfants et de faire des lois liberticides comme les QR codes pour entrer dans certains endroits. En Suède, ils n'ont absolument pas fait ça. Et il y a eu moins de morts que partout au monde. Et ils n'ont absolument pas enfermé les populations. Et Moi, donc, je pense que tout était aberrant. tout ce qu'ils ont Je pense que fait c'était pas était que le- complètement fou. Mais Et donner l'impression qu'on était gouverné dans le monde entier par un gouvernement qui était l'OMS ou l'ONU, en tout cas qui donnait ses ordres à tout le monde. Et on avait l'impression vraiment d'être dans un gouvernement mondial nazi. Parce que c'était pas normal ce qui s'est passé. je Le sais pas. vaccin, c'est un autre problème. Et Le je pense que vaccin, peu importe. Ok, bon, je vais discuter de ça. On ne pas pouvoir rentrer n'importe où, c'était quelque chose d'aberrant. Aberrant. Je pense, mais une épidémie, c'est pas. Une épidémie, dans les maladies Une contagieuses. épidémie, c'est rien. Et on doit voir des morts dans la rue s'il y a une pandémie réelle. Ça, On n'a pas eu. si les chiffres étaient réels, ça veut dire. Après, moi, En si, Israël, il y a eu 0 mort. mais ce que je veux dire, si les chiffres, quels que soient les. Ce que je veux dire, l'idée, c'est comme ça. Moi, simplement, pour ça que je pense que c'est pas comparable du tout à toutes les histoires qui se passent maintenant, tu vois, avec les musulmans, etc., ou avec parce que si tu veux, c'est des décisions qui se défendaient rationnellement, de bon sens, et même le confinement, etc. Si tu veux, ça c'est toujours vu ça veut dire une épidémie, d'une manière générale, le vaccin, dans n'importe quelle maladie infectieuse, quand tu vas lutter contre une épidémie, tu vas toujours devoir faire passer le bien public avant le bien particulier. C'est ça la définition d'une lutte contre l'épidémie. Tu n'as pas le choix. Parce que tu vois, ça veut dire chacun est un danger pour l'autre, etc., etc. Tu vois, si l'épidémie, mais après, si ça a été avéré que les chiffres ils ont été gonflés, si ça a été avéré plein de choses, qu'il y a plein de mensonges, etc., tu vois, pour moi, ça remet beaucoup moins en cause. Tu vois, ça veut dire, voilà, les hommes politiques qui ont menti, tout ça, etc., eux, c'est sûr, tu vois, après tout ça, ce que ça a fait, le Covid, c'est que maintenant, plus personne n'a confiance en personne. Ça veut dire, si les hommes politiques, ils te mentent en face, si les médecins, les scientifiques, ils te mentent en face, si tu vois que les médias, ils te mentent en face et que c'est clair, ça veut dire, c'est pas des mensonges, tu vois, comme l'autre, elle te disait, on sait pas comment, si on vous donne des masques, vous saurez pas comment les mettre. C'est les mecs qui te prennent vraiment, tu vois, pour un imbécile. C'est comme s'il te dit 2 et 2, ça fait 3, tu vois, je sais pas, un truc. C'est pour justement donner envie aux Français de porter des masques qu'elle a dit ça. Oui, c'est ça. C'était un four à la four qu'elle a fait. Parce que les Français, pour les avoir, il faut leur faire croire qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils en ont besoin. Parce que c'est la mentalité française. Les Israéliens, la mentalité, c'est Tsahal. On vous dit de faire, ils font. C'est tout. Chacun a fait en fonction de sa population. C'est parce qu'à ce moment-là, ils avaient tous les masques chinois, ils n'en avaient pas. C'est pour ça qu'elle a dit ça, tu vois. C'était parce que on va pas avoir l'histoire, j'en sais rien, mais l'idée, on n'a rien étudié, c'est vraiment pas. L'idée, c'est que tu vois, ça donnait que maintenant, on ne peut plus trust personne. Et après ça, on est dans un monde maintenant vraiment. C'est ça, on sent vraiment se sent dans une grande fragilité parce que tu sais que voilà, si tu sais que les gens du gouvernement, ils te mentent, si tu sais que les médecins, ils te mentent, si tu sais que tu vois, les rabbins, ils te mentent, si tu sais que tout le monde te ment, tu vois, je veux dire, tu vois, tu veux plus faire confiance à personne, c'est tout, tu vois. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. C'est tout, tu vois. C'est pour ça que même maintenant, la plupart des gens, quand tu demandes sur leur opinion, tu vois un gars lambda en Amérique ou en France sur le conflit israélo-palestinien avec le Hamas, il va te dire, le vrai citoyen lambda, il va te dire, j'ai aucune opinion parce que je sais pas ce qui se passe. Parce qu'ils vont te dire, tu vois, les médias, il y a des médias qui disent comme ça, des médias qui disent comme ça, des médias qui disent comme ça, tout le monde. Et tu vois, et voilà, donc un type normal, goy, qui est objectif, qui en a rien à foutre, simplement, il n'écoute pas. La plupart des goïms aujourd'hui normaux, ils n'écoutent plus les nouvelles. De n'importe quoi. Parce que non, mais de toute façon, c'est déjà. Non, mais ils écoutent quand même, ça rentre quand même. Non, mais c'est quand même arrivé dans. Et aujourd'hui, la doxa occidentale normale, sans pas ceux qui se posent un peu de questions, mais la doxa occidentale normale, elle est de dire les Palestiniens, ils sont quand même extrémistes, mais les pauvres, ils sont quand même opprimés depuis des années. Et les Israéliens, ils ont vraiment des réponses complètement disproportionnées par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est ça la doxa mondiale. Hein. Ouais, plus ou moins. On va bien l'étudier, c'est pas le sujet. Regarde, en tout cas, justement, on est dans l'histoire de Rachel qui est intéressante. Moi, qu'on fait, mais voilà.
Voilà. En tous les cas, mais ce que tu as dit sur Shlomo, tu vois pourquoi l'histoire de Shlomo, ça n'a pas marché, j'en sais rien. Est-ce que c'était parce que moralement, il n'avait pas le niveau? Est-ce que c'était une faute morale? Est-ce que c'était, tu vois, est-ce que c'était c'était quelque chose qui avait un problème systémique? Je ne sais pas, tu vois. Toucher, j'arrête de me toucher. Ouais, ouais. Non, Bon, c'est pas arrivé. c'est bon? Ouais. C'est bon. Ok, donc on y va. Ok, Zahel Hashem Bena, donc, le Midrash il continue puisqu'on n'a pas fini. Ok, Velo Hashem Rachel et Hashem Bena, ça veut dire, parce que plus aussi Niam, c'est que moi, chez Biao, le Midrash, bon, on est là. Et le sujet de ça, l'explication de ça, c'est comme ils ont continué là-bas dans le Midrash. Rachel Mevachal Banea, ça veut dire Israël, Rachel, elle pleure sur ses enfants. Israël Nikraim Hashem Rachel. Israël, ils sont appelés au nom de Rachel. Et là, Hashem Rachel, pas simplement au nom de Rachel, et là, Hashem Bena, mais même au nom de son fils. Aben Yakiel Ephraim, ça veut dire, puisque dans la suite du Passouk là-bas, elle dit, le fils, il se souvient de moi, Ephraim. Donc, on voit qu'Ephraim, c'est un nom, tu vois, comme derrière Ephrat, que tu vois que c'est un nom qui est englobe tout Israël. Voilà. Donc, lui, il veut simplement expliquer qu'est-ce que ça veut dire donc, lui va simplement expliquer le Midrash, puisque, comme je dis, le Midrash, a priori, dans le sens littéral, il pose problème. Parce que quelle différence ça aurait fait pour Rachel de pleurer sur ses enfants si elle enterrait à Hebron, dans Marat Marfela, plutôt que d'être enterrée dans le chemin? Tu vois, donc. C'est quoi Israël Nikraim Hashem Rachel? Parce que tu vois, ce qu'il veut dire, c'est que, parce qu'il est marqué, parce que Rachel Mevakal Banea. Alors que tu vois, donc, ça veut dire, Banea, ça veut dire les enfants de Rachel, tu vois, en fait, ça veut dire, la plupart. C'est tous les Bnei Israël. C'est tous les Bnei Israël. Donc, ça veut dire, après, tu peux. Mais c'est aussi parce que c'est Yosef qui hérite les deux parts et que. Peut-être, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'on voit plein de fois, tu vois, il y a marqué, tu vois, il y a un passage dans Tehillim qui dit, tu vois, quand on dit Bene Yaakov et Yosef Sela, tu vois, il y a un passage comme ça, que tout le Kol Israël Nikraim al Shem Yosef. Et tout ça, tu vois, c'est toujours cette histoire-là, c'est que Yosef, c'est un nom générique. C'est toi-même qui me l'avais dit au début, quand on avait fait sur Netzach Israël, etc., que Yosef, mais ça, on retrouve dans plein de Midrashim, dans plein de Psukim, que Yosef, ça peut être un nom générique sur tout Israël. Et tu vois, comme Yehuda, tout ça. Mais non, encore une fois, parce que voilà, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est comme je dis, c'est que le vrai problème de tout ça, c'est qu'il y a les deux matriarches, et l'idée, c'est de savoir quelle est, tu vois, ça veut dire pas quelle est la principale, mais ça veut dire, voilà, c'est-à-dire qu'en tous les cas, tous les enfants, ils sont appelés au nom de Rachel, et ils peuvent être identifiés à Yosef, tout. Bien que normalement, ça serait. Parce que c'est dans l'histoire, normalement, on a plus l'impression que le principal, c'est Yehuda, si tu veux. Tu vois, dans l'histoire, tu vois, tous les rois viennent de Yehuda, comme je te dis, les Kohanim, ils viennent de Léa. Tout ce qui est de l'institution normale, tu vois, ça vient de Léa. Et l'idée, c'est, tu vois, c'est pour ça que le Midrash, à chaque fois, même dans les psukim, tu vois, on dit non, en fait, Yosef, ça serait comme, tu vois, c'est le Ikar Abaït, tu vois, c'est bizarre, c'est difficile à comprendre pourquoi et comment, tu vois, mais c'est, tu vois, ça serait. Tu vois, c'est whatever, tu vois, c'est parce que tu vois, si tu veux. Yehuda, Lévi, ils devaient être les fils de Esav avec Léa. Sûrement, c'est possible, tu vois, c'est possible. C'est sûr que normalement que Léa, si tu veux tout ça, Léa, c'est le vrai Shidour de Esav, tu vois, normalement. Parce que c'est le Kohar Haoda, c'est la force de l'expression. Tu vois, si tu veux, l'idée c'est comme ça, c'est que Yaakov, normalement, donc ça va dans les Midrashim, c'est que Yaakov, c'est la force du silence, comme Rachel, c'est l'introversion. Tu vois, quand tu regardes, tu vois les descendants de Rachel, à part ça, c'est tous des introvertis. Parce que tu vois, par exemple, comment Yosef, tu vois, il dit jamais qu'il est juif, il ferme toujours sa gueule, il va en prison, il ferme sa gueule, il est introverti, en fait, Yosef. C'est pour ça que tu as du mal à le. C'est pour ça que tout le monde le déteste aussi, tu vois, c'est parce que ses frères le détestent et tout ça, parce qu'il en fait, comme il est introverti, en fait, tu vois, il n'y a que son. Il minaude. En fait, il minaude. Ouais, tu vois qu'il est, tu vois, tu vois, Pharaon, tu vois, il est introverti, il prend la ligne, tu vois bien, il dit rien, il dit jamais qu'il est juif, il se révolte pas, tu vois, il est introverti. Quand tu regardes la même chose avec Esther, tu vois, Esther, elle dit jamais qu'elle est juive, tu vois, donc ça veut dire elle est introvertie, tu vois, Esther, voilà, je me dis, mais tu vois, mais c'est Esther Magedet Molata, etc., etc. Ça veut dire, tu vois, c'est la force du silence, ça s'appelle. C'est les gens, ils ont fermé leur gueule, et tu vois, et voilà. Et ils sont introvertis, ils ferment leur gueule. Et ça, c'est la force de. C'est comme vous disiez, ils se font violer et ils laissent passer, quoi. Ah, c'est ça. Et tu vois, c'est un peu comme, tu vois, comme Rachel,
tu vois, mais c'est l'histoire que Rachel, elle fait passer sa sœur le jour du mariage à sa place, tu vois. Ça veut dire, tu vois, voilà, c'est les introvertis, c'est les mecs, tu vois, qui font passer les autres devant, tu vois, qui se laissent écraser, etc. Et ça, tu vois, Jacob, il était comme ça à la base, tu vois, qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim. Tu vois, c'était le type normalement qui aurait dû, c'est pour dire aujourd'hui une victime, tu vois, qui aurait dû être une victime, tu vois, si tu veux. Bon, victime est mal choisi, mais tu vois, ça veut dire celui qui se sacrifie pour l'autre, tu vois. Et alors que Léa, tu vois bien que c'est elle qui prend la place de sa sœur. Donc, tu vois, c'est elle, Léa, tu vois, normalement, c'est parce que tu vois, il y a deux choses, tu vois, dans l'échange entre Rachel et Léa, il y a deux choses, tu vois, incroyables. C'est d'un côté, tu vas jamais trouver une femme, tu vois, qui va normalement, va laisser le jour de son mariage donner sa place à sa sœur parce qu'elle la peine pour sa sœur, etc. C'est un acte incroyable. Ça, c'est l'action de Rachel. Mais il faut prendre aussi le côté de Léa, que tu ne trouveras jamais non plus une femme qui va dire, ah, ok, très bien, je prends le mari de ma sœur, c'est super, tu vois, on verra bien le lendemain comment il réagit, tu vois. Tu vois, ça veut dire ça, c'est le côté, tu vois, j'emmerde tout le monde et fermez votre gueule, tu vois. On va voir ça quand on réveille. Alors, heureux. Mais tu vois, mais c'est ça, tu vois, mais ça veut dire que ce qu'elle a fait, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, il faut prendre les deux, parce qu'il y a deux choses qui sont, tu vois, d'un côté, tu veux dire le côté héroïque, tu vois, mais là, c'est le côté d'Esav, tu vois, c'est Esav, c'est, tu vois, qui va tuer Nimrod, qui fait ça, qui part à la chasse, qui emmerde tout le monde et qui se dit, tu vois. Mais ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est que, attends, ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est mon cours. D'accord? Toi, tu es toléré, mais c'est mon cours. Ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est que Esav, donc, qui est théoriquement comment dire, l'oppresseur, le violent, le Ishsadé, Ouais. eh ben, c'est lui qui va se retrouver victime. Ouais, c'est ça l'histoire. Et dans l'histoire de Édom, Esav, la chrétienté, la Notzrout, c'est aussi cette idée de victimisation, ou de se positionner en tant que victime, et finalement de construire un empire qui est l'empire ultra oppresseur du monde entier. Ouais, non, c'est vrai, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, t'as raison dans tout ce que tu dis, c'est vrai, tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, tout ce qui et jouer l'identité de la victime à fond. Parce que c'est ça, Jésus. Jésus, c'est dire, t'es victime, eh ben, t'es pas assez victime. Voilà, c'est ça, mais tu vois, mais c'est pour ça qu'on dit que, tu vois, dans les Midrash. C'est comme ça que tu opprimeras l'autre. Ouais. Mais c'est pour ça que je vois que dans le Midrash, il y a marqué que Yitzhak, pourquoi Yitzhak, il aimait Esav. Tu vois, parce qu'en fait, Yitzhak aussi, c'était une victime. Tu vois, lui, il avait été ligoté comme par son père et tout ça. Il avait, tu vois, presque été sacrifié à Hachem. Donc, lui, tu vois, en fait, lui, il était super, comment dire, il avait vu en Esav, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un lien entre Jésus et Esav. Tu vois, dans les évangiles du ghetto, ils disent, tu vois, que Esav, c'est les mêmes lettres que Jésus, que Jésus, c'est un tikkun de Esav, c'est un gilgoul de Esav et tout ça. Et tu vois, la preuve, tu vois, c'est qu'il a été contre la Brit Mila, comme Esav qu'il a arrêté la Brit Mila et tous ces trucs-là. Et ça veut dire, ça veut dire, tu vois, Esav et Jésus, en fait, tu vois, ça veut dire, il y a un très grand lien entre l'Akedat Yitzhak et la crucifixion, tu comprends? Il y a un très grand lien entre Yitzhak et Esav, tu vois, et c'est la même chose. Ça veut dire que, ça veut dire que tu vois, que l'Akedat Yitzhak, et tu vois, il faut comprendre, tu vois, c'est quoi, tu vois, cette histoire de la Kedat Yitzhak, tu vois, mais c'est ça, tu vois, et ça, c'est marqué dans les Midrashim clairement, tu vois, ça veut dire que c'est pour ça que voilà, que Yitzhak est marqué, tu vois, qu'il y a plein de théanotes sur Yitzhak, c'est pour ça qu'il était aveugle et tous ces machins-là, c'est parce qu'il aimait Esav, tu vois, mais il aimait Esav, ce qu'il aimait dans Esav, c'était la Midat Hadin, tu vois, tu vois, que c'est de dire, voilà, tu vois, ça veut dire, il faut sacrifier ou un truc comme ça, tu vois. Mais qu'en fait, il y avait quelque chose là-dedans qui était, tu vois, qui était négatif. Tu vois, c'est quoi? C'est très difficile. Puisque tu vois, il y a marqué dans les Midrashim que même quand Esav il est niftar, il y a marqué que les Malachim, ils ont pris Esav pour le mettre dans le Gan Eden à côté de Yitzhak. Et que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a dû l'enlever. Ce qui est marqué dans le Midrash. Et qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui pouvait comprendre c'était quoi le problème d'Esav. Que les Malachim, ils n'étaient pas capables de voir un problème. Mais tu vois, mais c'est comme tu dis sur Jésus, tu vois, c'est exactement la même chose. Mais tu vois, c'est ça, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, de très, très, très profond qui est en fait faux, tu vois, et mais qu'en fait, c'est pas du tout, tu vois, c'est très difficile à voir, tu vois. Parce que même quand tu regardes, tu vois, dans la Torah, il n'y a pas une seule fois un mot négatif sur Esav. Il y a marqué que la Torah aussi, il n'y a rien de marqué négatif. Tu vois, c'est tous les Midrashim qui n'arrêtent pas de taper dessus et tout ça. Mais dans les Midrashim, il n'y a rien marqué. Il y a marqué simplement Vaïvez. La seule chose négative, c'est marqué Vaïvez et Savet Avechora. Si on peut voir ça comme un truc négatif. Et quand il dit lui-même pourquoi il a été Mevazet Avechora, parce qu'il dit Ani Olach Lamut. Il est Anochi Olach Lamut, Velamaz Eli Bechora.
Que si tu vois que c'est pas ah j'ai faim, j'ai envie de manger les lentilles ou tu vois. Ça veut dire c'est tu vois non c'est je sais tu vois je suis conscient que je vais mourir donc finalement tu vois que ça peut être un acte de dire tu vois pourquoi moi je vais me battre pour la Bekora alors que de toutes les façons je vais mourir. Tu vois, ça veut dire c'est bien, c'est une vie passagère, c'est une vie, tu vois, qui a pas de, tu vois, un truc. Pourquoi je vais me battre avec mon frère pour ça, tu vois? Et ça, tu vois, ça peut être pris comme quelque chose, tu vois, voilà, dans le sadique, ça peut pas, c'est pas négatif. Oui, mais c'est aussi très proche de l'identité de Caïn. C'est-à-dire que c'est aussi très. Mais non, c'est l'Occident. Très dépressif comme Caïn. C'est l'Occident qui s'attaque à Israël. Il sait déjà que dans la fin de l'histoire, il ne sera plus. Donc, il est obligé de laisser ça. C'est vrai que c'est un acte de chesed, presque. Ouais, c'est vrai, mais c'est dans la Torah, c'est pour ça que je dis que, tu vois, c'est dans Issa, on te dit que à Yitzhak, il n'a rien vu de mal chez ça, c'est pour ça que je donne les brachot. Les malachim, ils n'ont rien vu la Torah, ils ne voient pas. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui voit ce qui est marqué dans le Midrash, tu vois. Et c'est, tu vois, c'est lié à Jésus, tu vois. Je te dis, et ça, c'est Esav, c'est Yeshua, c'est les mêmes lettres en réalité. Et tu vois, c'est parce que tu vois, c'est un tikkun, un gilgoul, un truc comme ça. Et c'est lié à la crucifixion qui est, tu vois, qui est lié à la Kedat Yitzhak. Et le vrai truc, c'est que nous, on a vraiment du mal à comprendre la Kedat Yitzhak. C'est très, très difficile à comprendre ce que c'est. Très difficile. Et c'est, tu vois, bref, mais tu vois, mais pourquoi, je sais pas pourquoi on revient sur ça. Parce que, en plus, les schémotes de Hachem qui sont utilisés pour Veikra Malach Hachem. Ouais. Ça, c'est tu vois, la page toute, c'est que, tu vois, ça pour comprendre, tu vois, ça veut dire la seule manière, tu vois, qu'on peut comprendre un peu la Kedat Yitzhak, c'est de dire que, tu vois, c'est que la vie, tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, c'est que la vie, c'est qu'une opposition à la mort, dans le sens où, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est que l'idée, c'est que, tu vois, par exemple, dans la Mida, on dit, quand tu vois la deuxième racha de la Mida, c'est par rapport à la Kedat Yitzhak, tu vois, c'est Agdibor Olam Hashem, etc., que c'est par rapport à Yitzhak. Et on dit, Melech mitum chayim matzmer yeshua, v'nemat alached metim, tu vois. Cette bracha-là, tu vois, la première, elle est par rapport à Abraham Avinu, que c'est, tu vois, que c'est Magan Abraham. La seconde, tu vois, qui est Mechayim metim, c'est par rapport à Yitzhak. Et la troisième, c'est par rapport à Yaakov sur la Kedusha. Mais le truc, c'est que, je pense que tu vois que l'idée, tu vois, de Melech Mimit Umchaye, moi, je pense, tu vois, parce que tu vois, cette deuxième bracha, tu vois, elle est en fait de dire que normalement, ça veut dire notre neshama, si tu veux, notre neshama, elle ne devrait pas entrer dans notre corps. Parce que tu vois, en fait, c'est opposé. Et le corps, si la neshama, elle s'en va, tu vois, il meurt, tu vois, il est mort. Donc, tu vois, c'est comme si à chaque instant, c'est pour ça que toute la bracha, elle est dite au présent, elle est dit Melech Mimit, on dit Mechayem Metim Ataraboshia, Bauchata Hashem Mechayem Metim, Melech Mimit Umchaye, c'est tout est dit au présent, c'est pas dit dans le futur, tu vas être Mechayem Metim, c'est maintenant tu es Mechayem Metim. Mais tu vois, et tu vois, pour moi, l'idée, c'est, ok, c'est qu'on peut comprendre ça, et que c'est ça, tu vois, c'est un truc c'est l'idée de la Gvura, c'est de comment est-ce que la spiritualité rentre dans la matière. Et c'était ça l'histoire de Yitzhak, tu vois, ça veut dire que quand tu vois dans Abraham, c'est lié toujours à la Chokhmah et tout ce que tu veux, à la névoie, donc ça veut dire, tu vois, il a une relation avec Hachem, et tu vois, il a une relation avec la spiritualité, mais c'est comme si tu veux, quelqu'un, tu vois, il veut s'élever spirituellement vers Hachem, mais en fait, tu vois, c'est pas que si tu veux, c'est pour ça que lui, tu vois, il travaille jamais la terre, il plante rien, etc. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'il fait rentrer la spiritualité dans la matière elle-même. Tu vois, tu vois, c'est même, tu vois, même quand tu vois, c'est-à-dire, tu vois plein de rayot à ça, tu vois, mais ça veut dire l'idée, c'est, tu vois, c'est que toute la voda d'Abraham, toute la voda d'Abraham du Chesed et tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas que tu donnes la spiritualité dans la matérialité, c'est que simplement, tu utilises la matérialité vers du spirituel. Tu amènes un korban, tu fais des trucs comme ça, tu donnes la zakat, tu fais du Chesed ou des choses comme ça, mais ça veut dire, et tu essaies de t'élever spirituellement vers Hachem, tu vois, en utilisant la matérialité, mais c'est pas que tu fais rentrer, mamash, de la spiritualité dans la matière. Et ça, tu vois, ça, c'est la voda de Yitzhak, tu vois, c'est la Midat Adin, c'est la Midat de la Gvura, et c'est pour ça que Yitzhak, lui, il devait rester en Eretz Israël, il ne devait pas quitter, il devait planter la terre. Tu vois, Yitzhak, que tout ça, lui, c'est le seul de tous les avots qui a planté des choses, qui a fait pousser des trucs, et qu'il devait rester, tu vois, rester planté dans la terre, tu vois. Mais tu vois, mais que tu vois, que ce que je veux dire, c'est que en fait, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que pour que c'est ce mouvement quand la spiritualité elle rentre dans la matérialité, que c'est la Triata Metim, et c'est tout ça, tu vois. En fait, ce qui est dans cette bracha, c'est qu'on dit Melech Mimit Umchaye. Tu vois, c'est comme si à chaque fois, Hachem il est obligé d'être Mimit pour être Mechaye. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, moi je pense, tu vois, que, parce que ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est qu'un animal aussi, il a une neshama, tu vois, mais ça veut dire la différence entre la neshama d'un animal et celle d'un homme, c'est parce que, tu vois, en fait, la neshama de l'animal, elle est plus en accord avec son corps, si tu veux. Donc, il est moins mort, si tu veux, il est moins mémitum chaye à chaque instant qu'un être humain. Tu vois, chez un être humain.
Bah, c'est ça, exactement. Je voulais dire, tu vois, non, mais c'est sûr que tu vois, c'est comme il disait Hitler, mais pour inverser ce qu'il disait, tu vois. Hitler lui-même, il disait que les gars, ils sont plus proches des Ah, mais animaux. c'est pas grave, pourquoi Ne va pas le dire. Mais mais ça veut pas dire que c'est c'est pas des méchant, animaux, hein. mais ça veut dire qu'ils sont plus. Après, Ça veut dire qu'ils sont moins. Il y a moins de désaccords, il y a moins de violence entre la Gashmiut et la Rachniout. Et tu vois, mais que Dafka, le Chaim, il vient du mouvement de Memitum Chaye. C'est donc plus il y a de la violence entre, tu vois, une difficulté à ce que ta neshama elle soit liée à ton corps, tu vois, et plus en fait, ton niveau de Chaim, il est grand. Tu vois, un animal, lui, en fait, si tu veux, son corps, il est en adéquation vachement avec sa neshama. Donc, en fait, son niveau de chaim, il est petit parce que, si tu veux, la déconnexion, le niveau de Memit ou Mchaye, il est beaucoup plus bas. Tu vois, c'est comme la femme qui doit dire Kertsono. c'est ça. C'est la salle de Kertsono. Non, mais c'est vrai. Tu prends pas mal. Je vais dire ça, je vais dire ça. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité, plus tu es Non, mais nous, selon la volonté d'Hachem, en réalité, moins il y a d'inadéquation entre ton côté spirituel et ton côté matériel. Et plus tu as besoin de travailler on va dire la synchronicité ou la relation entre le spirituel et le matériel, plus en réalité tu as aussi de chances d'être élevé sur le plan spirituel. Voilà, mais c'est surtout c'est ça l'essence même de la vie. Et tu vois, d'élever la matérialité. c'est ça, c'est parce que tu vois, la vie, en fait, c'est le fruit d'une violence entre, tu vois, entre le matériel et le spirituel, c'est ça la vie. Tu vois, c'est ça. Et donc, plus la violence elle est grande. Tu vois, ça peut être un chat, tu vois, dans la Kedat Yitzhak. Tu vois, ça voulait dire que, tu vois, il fallait, tu vois, que ça veut dire que Yitzhak, il sent, tu vois, comme une sorte vraiment de déconnexion, tu vois, très forte avec la matière, avec son corps et tout ça, au point, tu vois, où il va se sacrifier pour, tu vois, pour monter comme un holocauste à Hachem, pour justement, et donc ça crée vraiment un rapport très difficile, tu vois, très violent avec sa relation avec son corps, pour que justement, à travers ça, en fait, quand il va planter des choses, quand il va, sa avoda, elle va justement de relier tu vois, de refaire descendre, tu vois, la rourniout dans la matière elle-même, en fait, il soit capable, tu vois, de générer énormément de chaim, tu vois. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'aurais compris, tu vois. Il y a aussi un autre pshat, je ne sais pas si vous le connaissez, le pshat que donnent les Datim Leumim, c'est que le Vaï Achar Dvarim Haele, Ve'Elohim et Abraham, il vient juste après l'histoire de la visite de Pirol et de Müller. Quand il leur concède quelque chose qu'il n'avait pas du tout ni le droit de concéder, ni le besoin de le faire. Ça, c'était Gemara, c'est pas d'Atilum. Ah, d'accord. Okay. Ouais, mais ouais, non, ils disent pas parce qu'il a fait un brit avec Billy Shuto chez le Macom. C'est sûr, c'est bizarre, hein, mais bon, peu importe, mais c'est vrai. Ouais, c'est peu importe, mais en tout cas, l'idée, c'est que tu vois, c'est que ça, c'est une punition pourquoi Abraham, il a dû faire ça, tu vois, mais ça explique pas. C'est sûr que Yitzhak lui-même, tu vois, il devait le faire à part lui-même, tu vois, ça veut dire, si Abraham ne l'avait pas fait, ça aurait dû arriver, tu vois, c'est comme si, on a l'impression que Yitzhak, quoi qu'il arrive, il aurait dû passer par un mouvement, un passage où il était presque mort, et il est ressuscité, tu vois. C'est sûr que ça, tu as pris tous ces midrashim qui disent pourquoi ça arrivait à Abraham, pourquoi est-ce qu'Hachem il a donné cette épreuve à Abraham, tu vois, c'est pourquoi, tu vois, quelle erreur Abraham il a fait que c'est devenu à cause de lui, tu vois. Ça veut dire, ça aurait pu être que, tu vois, Hazé Shalom, je sais pas, Yitzhak il a un accident, j'en sais rien, et il reste dans le coma pendant je sais pas combien de temps, et après, tu vois, et je sais pas quoi, il revit, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, il y a l'aspect de pourquoi ça arrivait à Abraham, et pourquoi, tu vois, Hachem il a demandé ça à Abraham, que ça, c'est sûr que c'est une punition sur quelque chose, tu vois, parce que, mais une autre chose, c'est que, tu vois, c'est que à Yitzhak, c'était quelque chose qui devait être nécessaire dans sa vie. Dans la Kabbale, ils disent qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, Yitzhak, il avait une âme de femme, et que à ce moment-là, dans la Kedah, il a récupéré une âme masculine. C'est ce qui est marqué dans les Midrash, dans la Kabbale, dans le Roi Chaim et tout ça. C'est ce qui est marqué que tu peux faire. Alors, attendez, parce que ma femme dit qu'elle sait pourquoi. Alors, c'est un bon tridouche, vas-y, on t'écoute. Non, mais d'abord, c'est une symbolique, cette Akedat Yitzhak. C'est pour libérer Yitzhak de ses parents. De l'emprise de sa mère et de ses parents, ça oui. Et c'est pour qu'il aille se marier. Et pour que les parents continuent à faire leur vie sans leur fils. Parce que c'était des vieux avec un gosse. Surtout pour faire la mort de Sarah. C'était des vieux qui se séparaient pas de leur fils. De leur fils, c'était la mort de Sarah. Voilà, parce qu'elle n'arrivait pas à vivre sans son fils, donc il fallait bien. Il fallait bien qu'elle meure. Qu'elle laisse sa place à une femme. Et moi,
J'ai une autre question. Non, mais si, il fallait qu'elle laisse sa place à une femme. C'est vrai, mais je pense pas que c'était la fête qu'elle a dit ça que pour ça. Je veux dire, si c'est comme si tous les parents qui doivent laisser les baskets à leurs enfants, qui doivent laisser se marier et tout ça, on devait à chaque fois dire, vas-y, monte sur une montagne et prends un couteau et essaie de lui couper la gorge. Tu vois, c'est qu'un peu radical comme thérapie, quoi. Je veux dire, tu vois, ça veut dire. Ça fait un peu chrétien ce que vous dites, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est arrivé comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chez nous, celui qui a les pieds et poings liés, eh ben, c'est son père qui le tue, c'est sa mère qui meurt. Alors que chez les Grecs, Oedipus, celui qui a les poings et les pieds liés, eh ben, il tue son père et il se marie avec sa mère. C'est vrai, c'est intéressant, regardez, il faut aller voir ça. Parce que la Hakeda, c'est bien pied lié. Ouais. C'est Oedipus. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est raison, il faudra regarder, ça va regarder par rapport à ça. Mais je sais pas. Moi, j'avais une question parce qu'on parlait de Yaakov. Qu'est-ce que tu disais sur Yaakov? Parce que Yaakov, vous disiez qu'il avait cette personnalité introvertie, ainsi que Rachel. Et moi, j'imagine ce couple qui est censé se retrouver sous la roupa. Et donc, je le transpose un peu à aujourd'hui. On imagine un homme introverti qui arrive sous la roupa et qui, au moment de voir sa femme, il voit une autre femme. Et moi, je n'achète pas trop cette version. Parce que je pense qu'un homme, il est quand même capable de dire non, je ne veux pas me marier avec elle. Enfin, en tout cas, avant ça, il était capable de dire au père de la future mariée qu'il allait se marier avec sa fille. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas eu une relation avec Léa? Oui, non, mais c'est sûr qu'il a après, puisque lui, en fait, à l'époque, il faut comprendre. Avant le mariage. Avant, non, c'est sûr que non. Mais il faut comprendre, avant, il n'y a pas d'électricité, tu comprends? Donc, ça veut dire que la nuit, c'est nuit, quoi. Donc, ça veut dire que. On dit que Rachel, elle échange avec Léa les simanim. C'est-à-dire que Rachel, elle donne à Léa les clés pour pouvoir faire comprendre à Yaakov que Léa est Rachel. Donc en réalité, c'est une vraie manigance où les trois, le père, Lavan. Et lui, il n'est pas capable d'annuler le contrat. Mais lui, c'est la dame des farcis. Mais lui, il accepte. Pourquoi il accepte? Parce que je pense que d'un autre côté, je pense qu'au début, tu vois, ça veut dire ce qui est sûr. Parce que toi, tu parles avec des notions, tu vois, de romantisme moderne, tu vois, mais ça veut dire que l'idée, c'est que dans les psukim, on voit que quand, en fait, il est marié quand il se réveille et qu'il voit que c'est Léa, il n'y a pas marqué qu'il avait la haine. Il était content. Et tu vois, ça veut dire, c'est ce qui est marqué, tu vois, ça veut dire, au début, quand tu regardes dans les psukim, au début, il aime Léa, tu vois. Et en fait, c'est Rachel, tu vois, elle est complètement dégoûtée. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, elle avait fait ça, elle pensait, ok, que Yaakov, tu vois, il allait continuer à l'aimer à elle, ou j'en sais rien, tu vois. C'est-à-dire, elle s'attendait à ce que tu vois, ou bien qu'il se révolte, truc comme ça, mais en fait, Yaakov, il accepte l'histoire. Et si tu veux, et après ça, donc, tu vois, Rachel, donc, elle est complètement dégoûtée. Dans l'histoire, quand tu lis le verset, tu vois plus ou moins ça. Et à cause de ça, tu vois, elle va tout faire, en fait, en fait, ça veut dire pour récupérer Yaakov, si tu veux. Et à partir de là, et c'est à ce moment-là où la haine entre les deux sœurs, elle commence. Ça veut dire que. C'est un mariage de raison, presque, Yaakov. C'est-à-dire que, c'est ça. Il est raisonnable. C'est pas que ça. C'est peut-être ça, j'en sais rien. En tous les cas, il se marie. En tous les cas, après ça, Rachel, elle se sent délaissée. Elle se sent pas délaissée. Elle se sent trahie, malgré le fait qu'elle a fait ça. Parce qu'elle s'attendait à ce que Yaakov, comme tu dis, ou bien il rejette, ou bien en tous les cas, tu le vois, il fasse ça. Alors qu'il accepte. Et après ça, ce qui se passe, c'est que Rachel, elle aurait dû normalement, c'est-à-dire si ça avait été normalement, tu vois, c'est-à-dire, mais c'est inhumain, elle aurait dû, tu vois, accepter le choix de Yaakov et se retirer complètement. Ou bien, tu vois, on va apparaître que 7 ans plus tard. Alors, c'est pas ce qu'elle a fait. C'est depuis, on voit dans le truc que depuis puisque comment ça s'est passé? Elle, en fait, dès qu'il y a le mariage, ça veut dire, le mariage se passe et tout ça. Yaakov, il est avec Léa et le verset nous dit, il a aimé Léa. C'est ce qui est marqué dans le verset. Et Rachel, tu vois, donc, ok, donc même il complaint, mais il complaint pour la forme, tu vois, en disant, ok, tu vois, c'est un peu comme quand Yitzhak, il s'est fait avoir, qu'il a fait donner la bracha à Yaakov, il m'a dit, Gamba Ochiye, tu vois, ça veut dire, c'était pas mon premier choix, mais bon, tu vois, ça veut dire, j'accepte, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ok, très bien, c'est ce qu'Hachem a voulu, whatever it is, tu vois. Et tu vois, mais que voilà, et Rachel, tu vois, que elle c'est là où elle se sent lésée, tu vois, donc elle, pendant les 7 jours du mariage, ce qui est marqué c'est même pas dans les Midrashim, mais tu regardes dans les Psukim, tu vois qu'elle lui tourne autour, tu vois, ça veut dire qu'elle, tu vois, elle dit, ouais, machin, blablabla, etc., et elle le laisse pas tranquille. Et donc, tu vois, jusqu'à ce que, et comme Yaakov, il avait toujours une tendance, tu vois, très forte pour Rachel, tu vois, c'est son résivoug.
Donc, tu vois, en fait, il demande comment dire, à Lavan de se marier aussi avec Rachel. Et en fait, tu vois, il ne se marie pas avec elle 7 ans plus tard, il se marie avec elle sur place. Dès que le Sheva Brachot, il lui dit Malé Shavu Azot, jours plus tard. c'est-à-dire que dès que les Sheva Brachot sont finis, hop, il fait le deuxième mariage avec Rachel, et après, il travaille, tu vois, machin. Mais à ce moment-là, tu vois, et dès qu'en fait, il a eu des relations avec Rachel et tout ça, il a commencé à haïr Léa. C'est ce qui est marqué dans les versets. Tu vois, Vaïsna et Léa, et plus ça va, tu vois que plus le mariage il avance, plus Jacob il a la haine de Léa. Il a marche la haine, tu vois, ça grandit, ça grandit, ça grandit. À un moment, tu vois, il veut plus la voir, tu vois. C'est quand Rachel elle meurt, et tu vois que Jacob, tu vois, il veut aller avec l'esclave de Rachel et tout ça. Le fils, tu vois, le Réhouven, le Bechor de Léa, tu vois, il est complètement révolté. Tu vois que quoi, bien se mêler de ce qu'il regarde pas. Non, mais c'est parce que tu vois, parce que les enfants de Léa, ils sont super dégoûtés de tout ça. Tu vois, de voir à quel point leur femme, leur mère, elle est délaissée, tu vois. Mais dans les psukim, tu vois, ils sont pas ambigus. Ils disent, tu vois, qui se va Hachem qui s'énoigne, tu vois, Hachem, tu vois. Donc elle est vraiment haïe, tu vois. Le mot, il est pas, tu vois, ça veut dire, alors qu'au début, il aimait. Il a haï à cause de Rachel, tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est que Rachel, tu vois, elle a fait. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, elle a joué en fait la carte, tu vois, c'est ou elle ou moi, tu vois, grosso modo après. Et tu vois, c'est pour ça que c'est une histoire, tu vois, c'est très compliqué cette histoire entre les enfants de Rachel et de Léa qui continue après avec Yaakov et celle entre Yosef et les distribue et tout ça. C'est parce qu'il y a en même temps, tu vois, une nécessité, tu vois, comme j'ai dit au début du cours, tu vois que en fait, il fallait les deux choses dans le clan d'Israël. Il faut une force, tu vois, de conservation, tu vois, un koach haoda, ce que tu vas appeler ça, une force, tu vois, d'affirmation. En même temps, il faut un côté introspectif, etc., etc. Mais quand on comprend, tu vois, en fait, que ça veut dire, il peut pas y avoir de paix entre les deux, tu vois. Il peut pas y avoir tu vois, ça reste un conflit tout le temps, ça reste constamment, tu vois, un conflit. Et voilà, mais c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Mais voilà, non, Jacob dans l'histoire, c'est vrai que son vrai zivug, c'était Rachel, tu vois, on voit clairement. Et tu vois, et que normalement, Léa aurait dû se marier avec Esav. Peut-être, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, d'un autre côté, quelqu'un, il peut aimer quelqu'un qui est le contraire de soi, tu vois, ça veut dire, moi, je pense, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que moi, je pense que s'il faudrait expliquer ça au niveau symbolique, moi, je pense, tu vois, clairement que ça serait plus, tu vois, l'idée que, en fait, n'importe quelle femme, tu vois, en fait, elle est double. Et que, en fait, tu vois, elle-même, elle est le contraire d'elle-même. Et que, en fait, tu vois, quand elle se marie, il y a un petit peu, tu vois, toujours le mari, il est surpris de sa femme, tu vois, ça veut dire, il y a la femme avant le mariage et après le mariage, tu vois. Et en fait, peut-être que la femme, elle voit la même chose avec le mari, j'en sais rien. En tous les cas, moi, mon expérience d'homme marié, c'est un peu ça. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, on est séduit, tu vois, par une femme, tu vois, par Rachel, et puis vraiment, on se retrouve, ah, c'est Léa. Et après, tu dis, ah, ok, bon, mais je l'aime bien quand même, tu vois. Et après, tu vois, c'est toujours l'histoire, tu vois, de savoir est-ce que tu vas retrouver Rachel ou tu vas rester avec Léa, tu vois. Je pense, tu vois, il y a un truc comme ça pourrait, tu vois. Mais le vicieux de l'histoire, c'est que c'est Rachel qui monte Yaakov contre Léa. Ouais. C'est ça. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que parce que c'est vrai. Même avec les doudaïm et les trucs et tout. Non, c'est tu vrai, le vois. Ouais, tu vois. Elle est pas. C'est elle qui crée. Et c'est pour ça qu'elle est à Cara. Voilà, c'est pour ça qu'elle c'est elle qui crée le conflit. En réalité, c'est elle qui est jalouse. Oui, bon, mais à la finale, c'est Ali Yehuda, non? Mais non. C'est Léa Yehuda. C'est Léa Yehuda, c'est Léa Lévi. Tu vois, Elle a que Yosef et Benjamin. Mais tu vois, et c'est pour ça qu'elle est enterrée sur le chemin. En fait, la vérité de la réponse, c'est pourquoi elle est enterrée sur la route. Et parce qu'en fait, tu vois, comme tu vois, c'est comme si elle n'a pas fini son tikkun, tu vois. C'est que tu vois, c'est que parce que tu vois, elle doit aller en exil, ses enfants doivent aller en exil et tout ça parce qu'ils n'ont pas fini. Tu vois, c'est ce que le Midrash, tu vois, c'est pour revenir sur le Midrash qu'on est en train de faire, tu vois. C'est le Midrash, il dit d'une manière, tu vois, positive, tu vois un truc en fait qui est négatif. Ça veut dire, comme elle n'a pas fini son tikkun, parce que justement, ça veut dire, elle a eu raison. Ça veut dire, d'un côté, il y avait un acte héroïque, tu vois, de laisser passer sa sœur avant. Mais c'est comme si elle n'a pas été capable d'aller au fond, tu vois. Ça veut dire, une fois que tu as fait un acte héroïque, tu vois, il faut que tu assumes jusqu'au bout ton acte héroïque. Et si tu le fais pas, en fait, ça devient plus grave que si tu l'avais pas fait, tu vois. Un truc comme ça. Et à cause de ça, tu vois, ces enfants, ils doivent aller en exil. C'est un peu comme si tu dirais, voilà, on a fait un acte héroïque d'aller en Israël, de faire le Beth Amikdash et tout ça. On aurait dû normalement être des tzadikim, tu vois, au top, tu vois, on n'a pas été. Tu vois bien que pendant, tu vois, toutes les périodes des 500 ans, on avait le Beth Amikdash, tu vois, c'était pas génial. Alors, ok, donc tu n'as pas été au fond, mais tu dois aller en exil pour arriver, tu vois, à être à la hauteur, en fait, tu vois, de ton sacrifice, de ta mission, tu vois, de la destinée que tu t'étais créée toi-même, tu vois. C'est-à-dire, cette destinée que Rachel s'était créée pour elle-même de laisser de marier sa sœur d'abord,
où tu vois, nous, c'est des cités que nous, on avait eu de construire le Beth Amikdash. En fait, tu vois, on n'a pas été à la hauteur, quoi. Ça veut dire, on n'a pas réussi à finir, tu vois, à assumer cette élection, ce choix, ce truc. Et après, tu vois, c'est un travail, tu vois, d'être intégré sur le chemin, ça veut dire être en exil, tu vois, pour essayer tu vois, comme Yosef qui va en prison, tout ça, tu vois, c'est la même chose, tu vois, que Yosef, en fait, il a les 2 ans de plus. Voilà, tout ça. Jusqu'à ce qu'il arrive à retrouver qu'il est lui-même, tu vois, à trouver, tu vois, à faire la paix en lui-même pour pouvoir ensuite être à la hauteur de sa destinée, tu vois. C'est un truc comme ça. C'est ça notre exil, tu vois. C'est difficile, tu vois. Arabe, j'ai une question parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces histoires de Yaakov, Esav, Rachel, Léa, moi j'ai toujours une histoire où on m'avait raconté que dans le Zohar, Yaakov et Esav, en réalité, c'est une seule et même personne. Ouais, c'est toi qui m'avais dit ça. C'est comme tu dirais que Léa et Rachel, c'est la même personne. Tu vois. Alors voilà, mais est-ce que Yaakov et Esav, c'est une seule et même personne, mais qu'en réalité, Rachel et Léa, c'est obligatoirement 2 personnes différentes? Dans le village, j'ai marqué ça. Tu m'avais marqué que, tu vois, parce que on a l'impression, tu vois, que l'idée, c'est que la mère, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, le père, il aurait pu être on voit bien, tu vois, qu'un père, il peut donner naissance à des enfants qui sont très différents. Tu vois, ça veut dire, tu vois, Yaakov, tu vois, il a des enfants, il va avoir des enfants comme Joseph ou des enfants comme Yehuda. Tu vois c'est-à-dire qu'ils s'entendent pas, etc. Parce qu'en fait, la personnalité de la mère, elle prime. On a l'impression, tu vois, dans l'histoire, tu vois, c'est dans la manière quand tu regardes la même chose avec Ishmaël et Yitzhak, tu vois, et tout ça, Yitzhak ou tout ce que tu veux. On a l'impression que le père, tu vois, tu vois, il est, tu vois, il est, alors que au niveau, comment dire, au niveau physique, tu vois, médical, c'est le contraire, tu vois, c'est que le père, son sperme, c'est toujours le même toute sa vie, tu vois, c'est que des copies. Et c'est les œufs des femmes qui changent, tu vois, que chaque fois c'est un œuf qui meurt, c'est pour ça qu'il y a la nidoute, c'est pour ça que la nidoute c'est plus grave que, tu vois, c'est quand un homme il fait de la sperme, il fait du truc, c'est de rattraper, tu vois, il appelle au mikvé après, parce qu'en fait, de toutes les façons, les spermes qui va renaître, ça sera exactement le même que celui qui est parti, tu vois. Alors qu'une femme, chaque œuf qui meurt, tu vois, il est mort pour toujours, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça qu'elle doit aller au mikvé et tout ça, parce qu'il y a vraiment une mort, quoi. Ça veut dire quelque chose qui est immédiatement passé, quoi. Mais tu vois, au niveau truc, tu vois, au niveau médical, c'est le contraire, tu vois. Mais ça veut dire au niveau, si tu veux, bizarrement, tu vois, enfin, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois, dans les Midrashim, on dit l'inverse. On dit que l'homme, tu vois, ça veut dire, en fait, il peut avoir plein d'enfants qui sont de complètement de nature différente. Tu vois, ça veut dire, voilà, des tzadikim, des rechaïm, des machins, tu vois, et ça dépend beaucoup plus. La mère, par contre, tu vois, ça va être plus, tu vois, carbone copie, tu vois, ça va être plus, tu vois, ça veut dire, les enfants, ils vont avoir, ça veut dire, si tu veux, Rachel, elle n'aurait pas pu avoir des enfants comme Yehuda. Et Léa, elle n'aurait pas pu avoir des enfants comme Yosef. C'était pas possible, tu vois, tu vois, ça veut dire, une mère, elle va avoir des enfants tu vois, qui ont des certains traits de caractère qui lui viennent d'elle et que ça va être comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça, selon ce que tu dis, tu vois, c'est pour ça que le Midrash, il dit qu'il devait automatiquement avoir au moins 2 Imaot pour le clan d'Israël à ce moment-là, au moins 2, parce qu'il y allait avoir des forces, des enfants, il fallait avoir créé une pluralité, tu vois, ça veut dire, tu vois, une complémentarité, tu vois, comme on dit, tu vois, que ça soit introverti, extroverti, tu vois, des maison, tu vois, ça veut dire, tu vois, développement. Communautariste ou universaliste. Voilà, tous ces trucs-là, il fallait ça, donc ça devait venir de moins 2 femmes. Ça ne pouvait pas venir d'une femme. Mais le père, ça peut venir d'un père. Tu vois, parce que tu vois, le père, tu vois, oui, tu vois, je sais pas ce qu'il donne à l'enfant, mais c'est pas lui qui a, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire les enfants, tu vois, c'est ce qu'Agmara, chaque fois, elle parle toujours, c'est quand tu regardes, tu vois, quand tu regardes toutes les Gemarotes, quand elle parle sur, il faut faire attention à qui, avec qui se marier. Tu vois, l'Agmara, elle met tout ça toujours sur l'homme, il doit faire très attention avec qui il se marie, il n'y a pas marqué la femme, elle doit faire très attention. Parce que l'idée, c'est que, tu vois, les enfants, ils ressemblent toujours beaucoup plus à la mère, tu vois, ça veut dire, et moi, elle le dit, tu vois, ça veut dire, si tu te maries avec une tzadékette, tu as 80% de chances que tes enfants, ça va être des tzadékim, tu vois, ça veut dire, si jamais tu te maries avec une femme, tu vois, qui est pas une tzadékette, et ça dépend pas de toi, tu vois, c'est à toi, si tu as un rachat, et un rachat qui se marie avec une tzadékette, c'est pour ça qu'on en veut tu vois, Yaakov dans la paracha qu'il a caché Dina, parce que tu vois qu'il n'a pas voulu aller marier à Esav et tout ça, c'est pour ça qu'après elle a été violée et tout ça. Je ne sais pas si tu connais ce midrash qui est super connu, que quand il a rencontré Esav, il l'a mis dans une boîte, et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Esav se marie avec Dina. Et Rachid le ramène, tu vois, parce qu'il disait, voilà, il disait, il voulait pas, voilà, il disait c'est un rachat, j'ai pas envie de marier ma fille avec lui et tout ça.
le Midrash, il dit que la femme, il a dit quoi, t'as pas voulu la marier avec un juif, elle va se marier avec un goy, tu n'as pas voulu qu'elle soit mariée de manière volontaire, elle va te violer, et tout ça, etc. Que tout le viol de Dina, en fait, c'est une punition sur Yaakov qu'il a rentré qu'il a caché Dina dans une boîte pour pas qu'elle se marie avec Esav. Mais l'idée, c'est de dire, tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, tu vois, alors que Léa elle-même, tu vois, bref, peu importe les questions qu'il y a sur ça, mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, si jamais Esav se serait marié avec Dina, il aurait eu des enfants de Sadikim. Parce que, tu vois, parce que si la femme, elle est une Sadéquette, même si l'enfant, le mari, c'est un rachat, les enfants, ils vont sortir bien, tu vois, en général. Mais le contraire, il n'est pas vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que si jamais une rachat, elle se marie avec un tzaddik, tu vois, c'est pas dit que les enfants vont sortir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est pour ça que quand il y a marqué que l'enterrement de Rivka, il n'est pas marqué dans la Torah parce que elle a eu Esav et que tu vois, c'est vu considéré comme une grande honte si tu vois qu'elle a un enfant comme Esav parce que ça veut dire c'est si jamais en elle-même et tu vois, on dit pas ça sur Yitzhak, tu vois, Yitzhak il a été enterré aussi par Esav. Et tu vois, alors, tu vois, c'est Rachid, dit pourquoi est-ce que dans la paracha on ne parle pas de la mort de Rivka, c'est parce que c'était la honte de dire de parler de savoir est-ce qu'elle est enterrée, etc. Parce que elle va être enterrée par Esav et Esav c'est un grand rachat. La question, elle dit, voilà, Yitzhak aussi, il est enterré par Esav, on ne nous dit pas, tu vois, on ne nous dit rien de, tu vois, pourquoi l'idée, c'est parce que, voilà, c'est que la mère, en fait, les enfants, si jamais il n'y avait rien de pourri chez Rivka quelque part, tu vois, elle n'aurait pas eu un enfant comme Esav. Même, tu vois, parce que, tu vois, ça veut dire que quand un enfant, un père, il a des enfants Rechaïm, ça ne le remet pas en cause, fondamentalement, tu vois. Tu vois, que Yitzhak ait un enfant comme Esav, ça ne le remet pas en cause. En tant que tzaddik. Bethuel, c'était le frère de Sarah. Bethuel, c'est pas le frère, attends, c'est le neveu, attends, parce que dans le frère de Sarah, c'était qui? C'était Haran. Non, Haran, c'était. Non, Haran, c'était le frère de. Il y avait trois frères, il y avait Haran, Abraham et Nahor. Et ensuite, Nahor, donc Sarah, c'est une fille de Haran, comme Lot. Ça veut dire le frère de Sarah, c'est Lot. Et maintenant. Ah bon, le frère de Sarah, c'est Lot? Ouais. C'est pour ça que tu vois que lui, il aurait pu, en fait, c'est pour ça qu'Abraham, il avait la reconnaissance pour lui, parce que quand ils sont allés en Égypte, lui, il aurait pu dire à Pharaon, mais moi, c'est moi le frère de Sarah, et lui, c'est le mari. Ils auraient tué Abraham, et lui, il aurait pris tout l'argent, tu vois. Et il n'a jamais rien dit. Et c'est pour ça qu'Abraham, il avait une très, très grande reconnaissance pour lui. C'est pour ça qu'après, il a sauvé quand il a été capturé, etc. Pour montrer la Karatatov, parce que tu vois, parce qu'il aurait pu le tuer, tu vois, il aurait pu directement lui dire la vérité, tu vois. Parce que le vrai frère de Sarah, c'est là, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, Abraham, il les a pris avec lui parce qu'ils étaient les deux orphelins. Puisque Haran, tu comprends, il était mort dans le Kivshan Haesh. Lui, Haran, il s'était jeté dans le truc, il est mort. Et il avait deux enfants. Il avait Sarah et Lot. Et en fait, lui, il a pris Sarah et s'est marié avec elle. Et l'autre, il est venu parce que tu vois ça veut dire il suit, quoi. Ouais. mais voilà, mais ce que je veux dire, donc, et Bethuel, donc c'est pas vraiment, tu vois, donc Bethuel, c'est un fils de Nahor, tu vois, c'est plus, tu vois, si tu veux, Nahor, c'est un des, dans une seconde, Nahor, c'est un des frères d'Abraham, tu vois, donc Nahor, c'est le frère d'Abraham, tu vois, Abraham, il avait deux frères, Haran et Nahor. Et donc Bethuel, c'est le fils de Nahor. Donc, par rapport à Sarah, c'est quoi? C'est un neveu. Cousin germain. C'est un cousin. Ouais. Et donc, et Rivka bat Bethuel. Ouais, elle avait ça, mais tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, ce qui est super bizarre, c'est que en fait. Non, on ne sait pas qui c'est la mère de Rivka. Si, non, on ne connaît pas la mère de Rivka, a priori. Non, c'est pas marqué, tu vois. C'est pas ça, non. C'est pas marqué. Je pense pas que c'est marqué ou que ce soit. Mais tu vois, c'est sûr que. Ça veut dire, c'est clair que, tu vois, c'est clair que si tu veux, que le côté. Ça veut dire, ce qui est très bizarre, et c'est ça le Zohar, il en parle, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est sûr que même, tu vois, Bethuel et tout ça, ça veut dire le côté, tu vois, toute cette lignée, tu vois d'où est-ce qu'elle vient, Rivka, et d'où est-ce qu'elle vient, en fait, Léa et Rachel. Et même les deux autres, tu vois, c'était des mariages illégitimes de Lavan, a priori. Peu importe, tu vois, mais toute cette lignée-là, en fait, c'est vu dans le Zohar, tu vois, comme un truc, comme une lignée pourrie, tu vois. Mais l'idée, tu vois, c'est que pourquoi est-ce que, tu vois, Abraham, il veut à tout prix que ses enfants, ils se marient avec eux? Tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est parce que le ménage, il dit comme moins pourri.
C'est ce que tout le monde dit, mais moi je pense que c'est plus, quand tu regardes dans le Zohar, c'est plus que ça. C'est que l'idée, c'est qu'à part ça, tu vois, c'est encore quand je te parlais, tu vois, l'histoire de la Gashmiout avec la Roufniout, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quand tu sais lire entre tu vois, les lignes du Zohar et tout ça, tu comprends l'idée, c'est que Abraham, il savait, tu vois, que lui, il allait avoir un enfant, tu vois, il avait un enfant comme Yitzhak et qu'il allait avoir un enfant comme Yaakov et tout ça. Et le Zohar, il parle beaucoup de ça. Et l'idée, c'est que ces types-là, tu vois, des mecs comme Yitzhak, comme Yaakov, c'est des mecs, tu vois, en fait, c'est des tzadikim, tu vois. Et des tzadikim, tu vois, ok, mais si tu veux faire un klal Israël, tu as besoin aussi d'avoir des os, tu vois. Tu peux pas avoir que, tu vois, c'est pour ça qu'on dit Lavan, c'est Milachon, tu vois, c'est un os, c'est comme les os, tu vois, c'est l'histoire dans le Zohar, ils disent que c'est l'os à travers, si la résurrection du klal Israël, il va venir par Lavan. Parce que tu vois, c'est l'os, tu vois, qui profite pas tu vois, de la Gashmiout, qui est lié avec le Nachash Akadmoni, tous ces trucs-là. Mais c'est parce que l'idée, moi, le sens que je donne à tous ces passages du Zohar, c'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est que si tu as des tzadikim, s'il n'y avait pas des businessmen, tu vois, dans le cas d'Israël, tu vois, tu as deux types. Tu as des tzadikim, tu vois, c'est 5% du cas d'Israël. 95%, tu vois, c'est des arnaqueurs, des lavanes. Tu vois, c'est grosso modo, c'est ça, si tu veux. Lavan et Yaakov, si tu veux, tu vois, c'est clairement, tu vois, si tu veux, la majorité du clan Israël au niveau moral, c'est ça. Tu as des petits sadikim, tu vois, comme ça, qui sont comme ça. Il y en a, tu vois, mais c'est une minorité. Mais à la fin, c'est Yaakov qui arnaque Lavan. Peut-être, tu vois. Mais l'idée, c'est ça, c'est lui qui ramasse tout à la fin, c'est vrai. Mais l'histoire, c'est que s'il n'y avait pas des mecs comme Lavan dans le clan Israël, le clan Israël aurait disparu depuis longtemps. Et c'est ça ce qu'Abraham avait, il a compris. Ça veut dire, c'est s'il n'y avait pas, c'est ce que tu dis, c'est quand tu dis que tu vois, c'est l'os à travers lequel la résurrection des morts et tout ça. Ça veut dire, si tu n'as pas une ossature de mec, tu vois des mecs, des arnaqueurs, des mecs, tu vois tout ce que tu veux, des mecs durs, des mecs, tu vois, qui ont un côté hyper pourri en eux, tu vois, séducteurs, tout ce que tu veux, tu vois, tout ce truc-là. S'il n'y avait pas ça, t'as pas de klal Israël. Tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, comme si tu veux, Abraham Avinu, il n'était pas intéressé à faire une yeshiva, tu vois, il n'était pas intéressé à faire, j'en sais rien, tu vois, un acte de bienfaisance, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux avoir un klal Israël, tu vois, qui va être un pays, qui va être une nation, qui va hériter le terre d'Israël, qui va construire le Beth Amikdash, tu vois, qui va avoir tout ça, donc, ce qui se réalise, tu vois, dans un rêve, tu vois, dans une réalisation physique, tu veux pas avoir que des tzadikim. Et en fait, c'est sûr que le ratio tzadik par rapport à Racha, a priori, il doit être petit, tu vois, ça veut dire, mais à la fin, il savait que, tu vois, d'une telle manière que ce genre de shidduchim, finalement, il va faire qu'à la fin, les tzadikim, ils vont, dans le clan Israël, ils vont toujours surnager, tu vois. Contrairement, je pense que chez les goyim, où tu vois, les tzadikim, ils se font, tu vois, ils sont, je sais même pas si ça existe chez eux, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, ce que tu vois, c'est que cette alchimie, elle fonctionne, tu vois. C'est-à-dire que ça, jusqu'à aujourd'hui, tu as des Yaakov, tu as des tzadikim dans le clan Israël, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et c'est toujours une minorité, c'est sûr, tu vois. Et c'est sûr que c'est pas eux, tu vois, qui font bouger le public, a priori, tu vois, c'est pas eux. Ça va jamais être eux les grands millionnaires ou les grands machins, les grands trucs et tout ça, etc. Mais, tu vois, ça, à la fin, tu vois, ils auront toujours leur mot à dire de dans quel côté la barque elle va, tu vois. Tu vois, mais je pense que c'est ça l'idée. Je pense que c'est pour ça que tu vois que, voilà, et que ça, même, tu vois, quand on dit, voilà, il voulait donner à Yaakov, Israël, il voulait donner les brachot à Esav, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que il savait que, tu vois, en fait, si tu vas faire le klal Israël, ok, Yaakov, c'est un grand sadique, c'est un grand mitracham, c'est tout ce que tu veux, machin, blablabla, et tout ça, mais, ok, ça veut dire, on te parle de faire un pays, on te parle de construire un temple, on te parle de faire une armée, marqué, tu vois, tu vas faire la guerre et tous ces trucs-là. Attends, tu vois, voilà. Alors voilà, mais je pense, tu vois, donc c'est pour ça qu'Abraham, je pense qu'il voulait toujours retourner là-bas. Quand tu regardes dans les Zohar, c'est ça ce qu'on dit. Ils disent pas que c'était parce qu'ils étaient moins pourris que les Canaan ou les machins comme ça. Ils étaient plus durs de caractère. C'est tout ce que c'était, tu vois. Retourner là-bas, vous voulez dire. Ah, retourner chez sa belle famille, chez la famille de son. Quand si tu regardes l'histoire, c'est que, regarde, si tu regardes un truc, c'est que tu vois, Abraham lui-même, il a été jeté dans le fournaise par son père pour l'idolâtrie, tu vois. Et tu vois que c'est de là où c'est venu sa force de faire la Kedat Yitzhak. D'où ça vient? Il a refait de ce que son père lui avait fait, tu vois. Mais ça veut dire, ça montre, tu vois, par rapport au type de Kenan, que c'était des crétins. Kenan, tu vois, pour eux, tu vois, si tu veux la Vodazara, c'était une blague, c'était un truc, tu vois, c'est de la sorcellerie pour bénir leur récolte, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'était pas des mecs qui allaient tuer leurs enfants pour la Vodazara. Tu vois, c'est des mecs qui avaient aucune colonne vertébrale en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, et ça veut dire Abraham, tu vois, lui préférait aller chercher des types, tu vois, qui étaient comme Lavan et tout ça. Pourquoi vous dites que Canaan, ils n'étaient pas infanticides? Tu vois, c'est quand tu regardes, quand tu as l'infanticide, c'était le sport national mondial à l'époque. Hein. Ouais, mais c'est ce que encore tu vois. Aujourd'hui. Hein.
tu vois, c'est sûr que tous les Rishonim, ils disent le contraire de moi, ce que je dis. Tu vois, ils disent, ouais, Hachem, il a dit à Abraham d'aller en Israël parce que c'était là où il y avait le plus d'abord des Arabes, etc. Machin. Mais quand tu regardes l'histoire, tu vois, t'as pas l'impression, tu vois, ça veut dire, tu vois pas ça, tu vois, ça veut dire, tu vois des mecs qui sont plus corrompus, qui sont plus, tu vois, comme Sodome et Gomorre et tout ça, ou machin, etc., qui sont, tu vois, qui sont laxistes moralement, qui sont, tu vois, qui sont pervertis, tu vois, je sais pas comment dire le mot, tu vois, qui sont, tu vois, un peu comme les Européens, comme tu dis, voilà, aujourd'hui, tu vois, ça veut dire des mecs qui ont perdu, tu vois, tout, tu vois, qui sont au bord de l'extinction, quoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, que, tu vois, voilà, c'est une sorte de cadavre à ramasser, quoi, mais tu vois, mais qu'ils ont pas, tu vois pas des mecs, tu vois bien, dès qu'ils font des guerres, tu vois, Abraham tout seul, il arrive à faire pour ça, à rejeter, tu vois, les 5 rois qui sont là-bas. Tu vois, t'as pas la pression, tu vois, on te dit pas vraiment que c'est des mecs que tu vois, qui vont sacrifier leurs enfants pour des idoles, des trucs comme ça, tu vois pas ça, tu vois. Alors que tu vois, Nimrod, on se dit, voilà, c'est un mec qui s'est révolté contre Hachem, qui connaissait Hachem, qui s'est révolté contre lui. Même, tu vois, comme je dis, tu vois, le père d'Abraham, tu vois que lui-même, il prend son fils, il le jette dans le feu, tu vois, ses 2 enfants, il les jette dans le feu, tu vois, pour l'idolâtrie. On ne raconte pas des histoires comme ça sur Pharaon ou sur machin. Tu as plus l'impression des mecs que tu vois que dès qu'il y a une petite merde qui leur arrive, c'est la catastrophe. Tu vois, quoi, le type, il a de la lèpre, il a une maladie de peau, je sais pas quoi, qu'est-ce qui nous arrive. Tu vois, c'est à chaque fois qu'ils ont, tu vois, en fait, c'est des mecs qui sont complètement, tu vois, fragiles tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça, ça veut dire, mais c'est vrai, tu vois, et je pense qu'Abraham, lui, il voulait pas cette merde, tu vois, il était prêt à aller, il voulait des mecs comme Bethuel, machin, que c'était des arnaqueurs, des mecs qui faisaient la Vodazara, tu vois, des durs à cuire si tu veux, mais que tu vois, il savait que le clan Israël, il allait être construit avec ça, tu vois, et qu'il préférait ça que se marier avec des Kénanites, tu vois, je pense comme ça, tu vois. Même quand tu vois, quand il y a des trucs qui m'ont dit maudit soit Kenan, Eved Avadim Yelechab et tout ça, tu as l'impression tu vois, d'un loser, tu vois, que les Kenanim, c'est vraiment, tu vois, la racaille, la racaille, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est Gaza, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois, mais c'est ça, on sent rien. Mais moi, je suis dans le Zohar, si tu veux, on pourrait pas. Mais dans le Zohar, tu as vraiment l'impression qu'Abraham, il voulait d'Africains. C'est pas parce qu'ils étaient moins pourris, c'est parce qu'ils étaient. Il savait que, tu vois, on parle beaucoup sur Bethuel là-bas, sur la vanne et tout ça, que, tu vois, parce qu'il dit Bethuel, le Zohar, il dit Bat Bito Shel El, tu vois. Plein de fois, il dit ça, il dit des trucs comme ça, tu vois, que c'est. Et tu vois, et toute l'histoire, on a l'impression que ça veut dire que c'était. Tu vois, il y avait besoin d'une rigidité comme ça dans le clan d'Israël. Ça ne pouvait pas être des sadikim. Tu ne pouvais pas faire une nation avec que des Yaakov ou que des Yitzhak. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu avais besoin de la vanne. C'est que ça vienne par les femmes. C'est intéressant que ça vienne par les femmes. Parce que ça peut venir que par les femmes, exactement. Parce que c'est les femmes qui donnent ces natures-là aux enfants, tu vois. C'est pas le père. C'est marrant. Non, mais c'est sûr, c'est étrange, mais c'est d'un côté, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien, mais c'est parce qu'à chaque fois, dans les Midrashim, ils voient ça comme ça. Que la nature profonde, elle vient toujours de la mer, tu vois. Tu vois que c'est rare que tu vois qu'une mère, tu vois que. Je sais pas, tu vois des mères qui ont des enfants de Sadikim, Rechaim, Mistama, mais. Tu vois, je vois bien avec Rivka, mais je sais pas, tu vois, c'est à creuser, mais je sais pas comment, tu vois, la question, comment ça se fait, tu vois, que Rivka, tu vois, elle a eu un enfant comme ça, tu vois. Et même elle ne savait pas, tu vois, parce qu'elle a demandé des archives de Rachel à Elohim et tout ça. Et, comme tu dis, peut-être c'était une seule personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est même la mère, tu vois. Ah, d'abord, j'étais arrivé, je vais te dire, parce qu'il faut que j'aille fermer le phare. On a avancé un tout petit peu, on a fait au moins le Midrash, on a fait 4-5 minutes. On a fait 4-5 minutes. Mais ça, au moins, on a avancé dans le Midrash, on a avancé sur cette histoire. C'est cette histoire de Rachel qui est entrée sur le chemin. Parce que tu comprends, pour terminer sur cette histoire-là, c'est que tu vois, c'est que ce que le Midrash il dit, ça explique pas pourquoi est-ce qu'elle est entrée sur le chemin. Je pense que c'est ça ce que le Maharal il va vouloir expliquer. C'est, en fait, ok, très bien, elle va prier pour ses enfants et tout ça, mais pourquoi elle est enterrée sur le chemin? Elle pourrait prier pour ses enfants de la Marat Martella, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que moi, je pense que lui, il va dire, moi, j'ai une explication dans ce qu'il va dire après avoir relu plusieurs fois. Que je pense que lui, il veut dire qu'en fait, et encore, c'est dire que je te disais avant, et je pense que c'est de tout ce chapitre-là, c'est ça de ça ce qu'il parle, c'est que le kibbutz galouyot, il doit être fait à l'extérieur d'Israël. Et tu vois, parce que lui va dire Rachel, c'était le Karabaï, donc c'est la maison. Il veut dire la maison, ça symbolise le rassemblement. Il dit, tu vois, Yosef, ça vient les sauf, tu vois, rajouter, rassembler. Et que tu vois que ce rassemblement, il pouvait être que à l'extérieur d'Israël, parce que tu rassembles pas les gens dans la maison.
ça veut dire, c'est-à-dire si tu rassembles, j'ai l'impression, moi, comme ça, que si tu rassembles les gens dans la maison, ça veut dire, en fait, tu vois que tu vois, c'est comme si tu les enfermes. Alors que si tu as, pour que la maison, ce soit pas, tu vois, un truc qui t'enferme, il faut que tu les rassembles à l'extérieur de la maison. Et que c'est pour ça que Rachel, que c'est celle qui va rassembler par le mérite de Rachel, en fait, que les Juifs, ils sont rassemblés, ils restent unis même en exil. En fait, c'est comme si cette unification des Juifs en exil, elle permet, tu vois, que le rassemblement, il a lieu à l'extérieur d'Israël, et c'est pour ça que tu peux rentrer en Israël après, tu vois, dans la maison. J'ai l'impression qu'on le fera dans les mots, tu vois, je sais pas, j'ai envie de te faire maintenant, parce que je me dis, d'abord, de faire Mincha, et je me dis, c'est tard déjà, c'est pour toi, je me dis quand même, tu vois, on fera dans les mots, on fera dans les mots. Avec plaisir, Il faut que tu me le rappelles, si tu peux me le rappeler quand tu envoies un texte, tu vois, dimanche, quand il envoie un texte, puis je sais pas, ça nous dit, donc, quand il envoie le texte, il faut que moi je lui dirai, ou bien, si j'espère de ne pas oublier qu'on commence une heure plus tôt, la prochaine. Non, mais moi, je vous dirai. Ok, d'accord, ok, c'est bien. Allez, colle tout. Bonne semaine. Au revoir.